Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois de façon régulière pour vous faire le point sur ce qu'il se passe d'intéressant dans ce vaste domaine culturel, puisque on a pour ambition et pour envie de simplement mettre en avant la culture comics, quels que soient ses formats. Et de conquérir le monde aussi. Ça, c'est après. D'accord. D'abord, on met la culture comics en avant. Étape 1, donner envie aux gens de lire des comics. Étape 2, conquérir le monde. Étape 3, les profits. Les profits. Puisque en conquérant le monde, on appliquera une loi qui obligera les gens à lire des comics. Voilà. D'où les profits. Et vous verrez que tout le monde s'en portera mieux. Corentin, un petit rappel avant d'entamer cette émission pour vous dire qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est ce samedi 16 octobre à 19h qu'on vous donne rendez-vous. Octobre, j'ai dit septembre, pardon. Ce samedi 16 septembre, donc à partir de 19h au Lizard Lounge, dans le 4e arrondissement de Paris. Il y a eu des annonces sur nos réseaux sociaux. On va refaire un rappel sur nos réseaux cette semaine. Et il y a un event Facebook pour les gens qui utilisent encore Facebook, si vous en faites partie. On n'est pas encore complètement tout seul, c'est voilà, personne ne juge. Mais voilà, on vous attend donc sur place avec Corentin. On aura un happy hour sympa. Donc, l'idée, c'est simplement de vous rencontrer 4 ans après notre dernière soirée qui à l'époque était faite sous bannière Comics Blog. Donc là, c'est la première qu'on fait avec First Print. Et voilà, donc l'idée, c'est juste de se retrouver, de discuter et de boire des coups entre fans de bande dessinée et pas que. Et donc voilà, si vous pouvez passer, eh ben, ce sera super cool. On vous attend. Du côté de l'événementiel, autre événementiel peut-être qui parlera à plus de monde que la soirée First Print. Je sais pas. Hein. Encore que. C'est le Paris Fan Festival qui annonce son retour, donc pour une 3e édition qui aura lieu à nouveau au parc des expositions Porte de Versailles, et ça se passera au mois d'avril 2024. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de grands changements sur les modalités de l'événement. C'est la 3e édition et techniquement, c'est en fait avec la 2e édition en 2023 que le festival avait vraiment pu afficher plus clairement ses ambitions d'être un successeur spirituel de ce qu'était Comic Con Paris, puisque vraiment tous les univers de pop culture y étaient présents, et notamment pour les fans de comics. À mon sens, l'édition 2023 était quand même plutôt sympathique parce qu'on avait une énorme brochette d'invités. Garth Ennis, Ram V, Mike Perkins, Belen Ortega, Pepe Larraz et bien d'autres. On avait aussi, nous, eu le plaisir d'être présents sur un stand avec Run, Guillaume Saint-Jean et Pivoine du Label 119, mais aussi d'autres auteurs et autrices comme Mirka Andolfo, Alessandro Barbucci, Shonen Jenny, Sylvain Repos et Yoann Cavège, donc des amis de First Print tout à fait. Donc voilà, ça revient les 27 et 28 avril 2024. Alors de notre côté, on ne sait pas si on pourra de nouveau en faire partie avec un stand comme on l'a fait. Ce sera forcément à discuter, mais on est extrêmement motivé, bien entendu, par la perspective de ce retour. Enfin, Corentin, je ne veux pas... Extrêmement motivé. Je ne veux pas parler à ta place non plus, mais... surtout qu'on pourra encore me voler des comics, du coup. Ça, c'est plutôt une chose. C'est vrai que pour toi, le bilan n'était pas que positif. Voilà, puisque la personne qui m'a tiré mes comics revient l'année prochaine et tu auras peut-être encore un sac gratuit. C'est ça. C'est vrai, putain, on avait fait un appel et pourtant, on ne sait pas si ces comics, mais vraiment, si vous avez des comics chez vous que vous les ouvrez, qui a marqué pour Corentin, signé par Mike Perkins et Ram V, et Garth Ennis, voilà. N'hésitez pas à aller lui rendre parce que ça lui ferait plaisir, mais on est chaud quand même. Oui, carrément, c'était une belle édition la dernière fois. Moi, j'avais pas été à la première du tout. Mais moi non plus. Mais c'est vrai que c'était assez agréable de retrouver un coin comics avec autant de pointures et justement une sélection qui affichait quand même une certaine connaissance des forces actuelles de l'industrie. Effectivement, c'était super cool d'avoir Ram V. J'allais dire au début de sa carrière, il commence déjà à être bien implanté, mais Ram V est amené à devenir un grand auteur, un vrai grand auteur au panthéon des grands à mon avis, et l'avoir à ce moment-là, c'était plutôt cool. Garth Ennis, très accessible, surtout le 2e jour, quand il avait refilé le Covid à tout le monde la veille, où il y avait une file qui était juste dérisoire, où tu pouvais lui parler, lui taper la chat sur Johnny Red, etc. Moi, voilà, si je devais éventuellement, s'ils m'écoutent les organisateurs, c'est peut-être plutôt mettre des rideaux noirs avec le premier espace de conférence débat, parce qu'il y avait quand même un léger problème de bruit. Je pourrais aussi me passer des stands de K-pop, mais ça, ce n'est que mon avis, et je ne veux pas critiquer tout un mouvement culturel qui est très implanté, ou recevoir des menaces de mort. Donc, ouais, avec plaisir, on y retournera pour manger ces merveilleux ramen végétariens à 9 €.
Ça aussi, mais Voilà. ça faut savoir que c'est un peu le lot de tout ce genre de convention. Hein. Je te rappelle que le menu manga de Japan Expo n'est pas célèbre pour Je ne vais rien. plus à Japan Expo. Allez Corentin, autre événement, autre chose qu'on avait envie de mettre en avant, c'est une association qui se lance. En fait, elle existe depuis plusieurs mois, mais elle commence vraiment là à montrer les tenants et aboutissants de ses ambitions. C'est Comics Culture Project, ou Comics Culture Project, si on reste un petit peu dans la langue American, qui est donc une association dont le but est de promouvoir la bande dessinée américaine en aidant les acteurs du livre à la création ou l'amélioration de rayons comics. Donc ça, c'est dans les grandes lignes. C'est mené par Thomas Jobert, que vous connaissez peut-être sur les internets si vous suivez notamment les sites Indélébule ou l'Entre des Psiotiques consacrés à l'univers Valiant, qui existe depuis quelques années maintenant, qui en fait voilà se lance, je crois à temps plein dans le montage de cette association. Avec en fait l'idée, c'est que si le comics a des soucis, c'est en partie parce qu'il y a aussi certains professionnels du livre en fait qui l'ont pas forcément, qui ne l'intègrent pas forcément dans leur catalogue, qui ont des blocages en fait, qui sont des blocages parfois ressentis aussi par les lecteurs de façon plus générale. Et c'est vrai que un rayon comics, ça se crée, ça se met en forme aussi, notamment pour pas avoir ce qu'on évoquait dans le podcast avec Xavier Gilbert, c'est rangée de dos noirs uniformisés sur lesquels en fait il est très dur d'avoir une lisibilité si on ne s'y connaît pas. Donc une partie du projet, c'est de faire ça, donc auprès des libraires, mais aussi des bibliothécaires pour les aider à créer peut-être un rayon comics, et aux documentalistes, donc dans les écoles, les collèges, pour aussi que l'accès à cette culture-là se fasse dès le plus jeune âge. Donc il y a notamment un guide d'initiation en PDF qui a été créé, qui a une très jolie iconographie, je trouve, qui est assez claire, assez bien, franchement assez bien fichu. Ouais, qui est très bien. Ouais. Avec pas mal comment dire, d'un peu de, pas du lexique, mais voilà, quelques propos généralistes sur... Il y a un lexique, il y a un lexique sur les termes, âge d'argent, TPB, etc. C'est ça, non, je veux dire qu'au début, tu as une explication, tu vois, qui est pas juste du lexique, il y en a aussi un, mais voilà, des explications un petit peu sur le mode de publication, sur les différents types de comics qu'on peut retrouver, puis quelques conseils de lecture. Je pense que ça, c'est tout aussi intéressant, même pour des personnes qui nous écouteraient et qui sont pas encore des grands connaisseurs. Et sinon, vous pouvez le recommander aussi, hein. C'est le principe du partage. C'est que c'est que plus ça atteint de monde, plus ça a de chances de tomber dans les mains qui pourraient être vraiment la cible première. Donc de toute façon, j'en ai déjà parlé à Thomas hors micro, mais voilà, l'idée c'est de le ramener dans un Super Friends pour qu'ils viennent vous détailler tout ça. Mais en attendant, vous pouvez vous rendre donc sur le site de Comics Culture Project, comme ça s'écrit, et découvrir un petit peu voilà les différentes ambitions de ce projet. J'aime beaucoup le fait que, excusez-moi, pardon, l'été n'est pas encore fini. Le fait qu'il y ait ces espèces de petits QR codes qui renvoient à des reviews ou à des trucs d'achat, ouais. Je trouve que c'est une super idée. Ça pourrait être utilisé par les éditeurs pour faire un peu plus souvent leur com, justement, pour mettre en avant le plutôt que de lister en lien Linky pour ceux ou les en Bitly pour ceux que ça intéresse, des articles comme ça. Donc à mon avis, effectivement, c'est un truc que tu mets entre les mains d'une bibliothécaire ou d'un bibliothécaire, pardon, excuse-moi pour le stéréotype. J'ai eu que des documentalistes féminines quand j'étais au collège, pardon. Le fait justement que ce soit accessible, qu'il y ait effectivement des médias qui soient recommandés, d'ailleurs nous sommes dedans, voilà, Cocorico, ça donne carrément envie, et ça fait une belle petite topographie justement de l'état un petit peu de l'offre qu'on peut retrouver actuellement en comics. En faisant un petit peu sur le travail de panorama, on s'aperçoit qu'effectivement c'est peut-être le bon moment pour essayer de pousser ce genre d'initiative, puisque encore une fois l'offre est là, les gens passionnés qui en parlent sont là, et qu'en fait c'est finalement pas si inaccessible que ça une fois qu'on fait justement la liste de comment essayer de créer cette passerelle. Et c'est vrai que nous, c'est un truc qui nous parle régulièrement, enfin, qu'on essaie de mettre en avant régulièrement, le fait que le rayon comics c'est pas si inaccessible, que c'est une question de curiosité, que c'est juste une question de trouver son chemin dans le labyrinthe, voilà. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, et nous soutenons l'initiative. Yes. La comics initiative. Ça, du coup, c'est une maison, ouais, voilà. Mais c'est une maison d'édition. Oui, je sais. Donc ça n'a rien à voir, Corentin. Ah bon? Non. Allez, justement, il y aura sûrement des campagnes de financement participatif sur lesquelles il faudra revenir d'ici la prochaine émission, parce que je crois que Comics Initiative en a lancé une nouvelle, et Bliss également. Donc, allez faire un tour sur Ulule du côté de ces deux éditeurs, mais on y reviendra plus en détail dans le prochain front page. Du côté des sorties à venir pour l'automne, il y a quand même
pas mal de choses qui débarquent chez différentes maisons d'édition. Donc même si le but forcément c'est de se concentrer sur les sorties aussi du moment, de ce qui arrive là en septembre, jetons un œil un petit peu à ce qui arrive cet automne. Du côté de chez Delcourt, Monica, donc un premier inédit de Daniel Close. Donc on vous rappelle que la maison Delcourt avait repris les droits d'édition des titres de Daniel Close à Cornelius. Ils ont commencé d'abord par rééditer ces plus grandes BD dans un nouveau format. Et depuis cette année, ouais. Et maintenant, en fait, ils s'attaquent. Voilà, c'était sûrement le plan depuis le départ de toute façon et qui était inclus en fait dans le contrat qui était passé avec la maison d'édition. C'est d'apporter la nouvelle BD inédite de ce grand monsieur. Alors ça va être compliqué d'en parler puisque ce n'est pas encore sorti en version originale effectivement. C'est attendu pour le mois d'octobre pardon, et donc en novembre en VF. Donc on voit que Delcourt fait un effort pour coller au plus près en fait à la sortie anglophone, probablement pour justement essayer parce qu'on sait que le public des fans de Close peut être généralement considéré comme anglophone compatible et que cette transition vis-à-vis des droits de la collection Cornelius par rapport à la collection Delcourt, dont on sait que pour les fans de reliure uniforme, qui aiment bien avoir le même éditeur pour les grands tomes d'un auteur, c'est probablement pour les inciter à excusez-moi, décidément, c'est probablement pour les inciter justement à attendre la VF plutôt que de se ruer sur la VO. Alors le synopsis, il est très simple, c'est l'histoire d'une héroïne qui s'appelle donc Monica, et son histoire va être racontée à travers différentes histoires courtes qui seront dans des genres variés. Donc il y aura du comics d'horreur, il y aura du comics de romance, il y aura du comics de guerre, il y aura du comics criminel, il y aura du comics fantastique. Voilà, dont un personnage qui va traverser un petit peu comme ça différentes formes de récits. C'est pas le plus long des Close, il fait que 108 pages, j'imagine, avec le contenu éditorial. Donc voilà, ça reste quand même une bonne nouvelle parce que à chaque fois qu'un album de Close sort, ça reste un petit événement pour le milieu de la BD occidentale, on va dire. Il est plus quand même connu en Occident que en Asie. Moi j'ai hâte de voir ça. J'avais beaucoup aimé Patience, qui était un peu son dernier de mémoire. J'aime toujours son coup de crayon qui reste assez virtuose et toujours un truc très particulier qui se démarque carrément de ce qui se fait en général quand nous on parle de comics. C'est vraiment la définition alpha de ce qu'on pourrait qualifier de roman graphique dans les hautes sphères de la culture. C'est les Daniel Close, comme Emile Ferris, comme Derf Backderf et tout ça, c'est c'est quelque part les descendants anoblis de la culture comics underground en fait. Ah oui, très littéralement. En l'occurrence pour Close, ça ressemble beaucoup plus justement à ce qu'aurait pu donner une version moderne de La Baie de San Francisco, les éditeurs, les auteurs de chez Zap Comics, de chez Crumb, etc. Donc avec plaisir, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on peut raisonnablement faire confiance à Close au bout de toutes ces années pour faire un truc bien. Autre sortie importante du côté de Delcourt, c'est le Walking Dead Clémentine de Tilly Walden. Alors ça avait été annoncé il y a 2 bonnes années maintenant, hein, je crois, du côté de Skybound, qui avait justement publié un chapitre de prologue dans leur anthologie Skybound X, souvenez-vous. Et donc c'était en fait, cette anthologie avait servi quand même à annoncer pas mal de nouveautés et notamment des titres qui sortent directement en album, en TPB, pour leur label Skybound Comet, qui est donc à destination d'un lectorat jeunesse / young adult. Vous connaissez cette topographie si particulière qu'on n'arrive pas trop à définir, on n'arrive jamais trop à dire vraiment pour qui c'est, mais qui regorge de chouettes bandes dessinées. Donc, de ce côté-là, Tilly Walden, c'est une autrice extrêmement reconnue aux États-Unis. Vous connaissez peut-être son nom parce qu'elle a été publiée en France aux éditions Gallimard, donc qui est pas estampillé comics, mais voilà, qui a fait toutes ses œuvres auparavant, notamment sur La Route de l'Ouest, qui était son dernier en date de mémoire. Et donc, elle s'empare de l'univers de Walking Dead avec un angle particulier, c'est qu'elle reprend en fait le Walking Dead des jeux de Telltale en reprenant l'héroïne et donc en lui racontant une histoire autour d'elle qui se passe après les jeux vidéo. Donc c'est une trilogie qui a été annoncée, donc on imagine que Delcourt a attendu en fait un maximum de temps pour ne pas avoir trop de latence entre les différents tomes, puisque aux États-Unis le tome 2 doit arriver cet automne et le tome 3 était annoncé pour l'année prochaine. Donc on imagine que là on peut avoir une publication assez soutenue, de la même façon qu'ils avaient attendu pas mal de temps pour les Berserkers, justement pour pas que la publication soit espacée de plus d'1 an à chaque fois entre chaque album.
Et ma foi, ben c'est Duty Walden, donc c'est un trait plutôt doux par rapport à Charlie Adler, hein, clairement. C'est aussi en noir et blanc, nuance de gris. D'ailleurs, l'album sera aussi proposé en souple, comme la série mère de Robert Kirkman. Et ben grosse attente quand même. En tout cas, il y a du Walking Dead. Pour les fans de Walking Dead, certainement, ouais. Après, moi personnellement, moi, je suis très curieux de voir si ça va réussir à faire comme un tome de Walking Dead normal de l'époque, ou si les gens sont tous passés à autre chose ou pas. Ah, au niveau des ventes, je crois que tu parlais de la qualité ou de l'esprit général. Personnellement, ce que je peux dire, c'est que déjà, c'est pas exactement la suite des jeux. En fait, ça prend un point de départ qui est différent si vous avez fini. Je vais pas vous spoiler la fin de la saga Walking Dead, mais Telltale. Pardon, et ça s'inscrit bien dans la continuité des jeux. Plus ou moins. Ouais. Il y a des c'est pas circonstanciel à la fin des jeux. D'accord. C'est pas exactement le même point de départ. Mais il me semble que c'est après la saison 4 quand même par rapport à certains événements. Mais ça a quand même pu frustrer plusieurs fans qui justement trouvaient étonnant qu'on reprenne le personnage de Clementine, qui est donc effectivement après Rick, après la bande des comics et Daryl et compagnie. Daryl, une création de la série télé. Bon, grosso modo, c'est un peu comme Daryl justement. Que Clementine, c'est un peu le seul personnage qui a réussi à émerger d'un autre support que la bande dessinée, qui est devenue une vedette au point de devenir l'une des icônes de Walking Dead grâce au jeu de Telltale. Mais beaucoup de gens trouvent un peu dommage que justement on reprenne ce personnage-là pour en fait faire une histoire qui est pas vraiment dans le style d'écriture ou des mécaniques des jeux Telltale. C'est vraiment très différent en termes d'ambiance et d'atmosphère. On est vraiment sur un truc qui fait roman graphique jeunesse post-apo, avec ce style graphique qui effectivement ne cadre pas avec ce qui a été fait en BD traditionnel. Moi, je dis attention à la douche froide quand même, parce que oui, ça va se vendre, il y aura le nom Walking Dead dessus. Voilà. Si vous êtes des grands fans de Walking Dead par Robert Kirkman, c'est très différent. C'est vraiment plus une lecture d'autrice. C'est un point de vue sur la saga Walking Dead. C'est une façon de raconter différemment du Walking Dead. Donc, si vous êtes ouvert d'esprit, pas de souci. Si vous voulez retrouver vraiment la suite des jeux Telltale avec la même écriture, ou même retrouver une sorte de spoof de Walking Dead qui serait, comme vraiment un spoof en comics avec justement la même tonalité comme dans Cross, tu vois, il y a plein de spoof dans Cross où justement c'est toujours des trucs un peu similaires à ce qu'avait fait Garcenis au départ. Là, non, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment une histoire à part, qui a des points communs, mais qui est vraiment un truc que moi je conseillerais limite à de nouveaux lecteurs et lectrices, et pas forcément aux fans classiques de Walking Dead qui pourraient être un peu déçus. Oui, mais après, c'est seulement si tu t'attends, enfin après, quand t'as bouffé 33 tomes de Robert Kirkman, peut-être que justement t'as envie de découvrir autre chose. Si tu t'attends juste à ce que ce soit une ressucée de ce qui a déjà été fait avant, je dirais que l'exercice n'a pas grand intérêt, à mon humble avis, mais justement, effectivement, est-ce que ça peut être proposé comme le Walking Dead pour les jeunes, pour les youngsters avant qu'ils se mettent à la série. je sais pas, ouais. Je sais pas si c'est forcément quelque chose de très malin, mais en tout cas, je trouve que c'est cool que ça revienne quand même. Et oui, et puis moi j'aurais forcément mon interrogation plus pragmatique d'un point de vue de marché, puisque Walking Dead historiquement c'était le comics qui arrivait à faire 100 000 exemplaires easy. Je pense qu'il y aurait plus d'intérêt à faire Rick Grimes 2000, 3000, enfin le Rick Grimes. Oui, mais ça c'est pour les en VF pour les vieux fans qui aiment bien. Oui, ça sera pour les vieux un fans. Peu délirant. Ouais. Là, c'est pour un autre public aussi, donc c'est bien d'avoir de voir aussi une licence qui est capable de s'adresser à différents publics. Ah, mais moi, de toute façon, depuis le début, j'avais toujours dit, faites plein de faites un vrai Walking Dead verse, plutôt que de faire des versions colorisées, où, personnellement, je me fous complètement. Faites un vrai truc, justement, où, comme Spirou, vous pouvez prendre différents artistes, comme Marcos Martin avait fait, différents artistes qui ont leur style à eux. C'était court, le truc de Martin. Bon, bah, Hit Girl, si tu préfères, dans ce cas-là. Une anthologie, avec différentes équipes créatives qui se passent le relais, ou Black Hammer Vision, fais ce que tu veux. Un Jeff Lemire qui fait du Walking Dead, j'aurais trouvé ça très intéressant. Là, je trouve que c'est peut-être une approche qui ne se cache pas, en fait, de chercher à conquérir une démographie qui existe déjà aux États-Unis, qui consomme beaucoup, qui est ce lectorat des romans graphiques jeunesse et féminin. Parce que, voilà, je suis désolé de le dire, c'est une démographie et qui existe dans les tableurs graffeurs des éditeurs. Au point, justement, de pas comprendre qu'il aurait peut-être mieux fallu, en fait, appeler ça Walking Dead, Lucy, Walking Dead, Lucy, oui, donc, Walking Dead, Joséphine, j'en sais rien, plutôt que de dire c'est le personnage des jeux Telltale, parce que du coup, ça induit en erreur sur ce qu'est vraiment le projet. Mais comme tu dis, ça n'empêche pas que si vous êtes ouvert d'esprit, si vous êtes curieux, ça reste une façon différente de faire du Walking Dead avec des codes qui sont ceux de Walking Dead. Après, tu connais aussi le constat qui a déjà été fait sur les publics de façon générale, d'ailleurs, dans toutes les cultures, qui aiment bien aussi se rattraper à quelque chose qu'ils connaissent. Donc, effectivement, t'as Walking Dead, mais si tu leur dis c'est un tout nouveau personnage original que t'as jamais entendu de nulle part, c'est sûrement aussi plus compliqué à proposer par rapport à dire regardez, c'est l'héroïne que vous avez suivie dans ce jeu qui a super bien marché, qui a été acclamé par la critique et tout ça. J'imagine que il y a aussi
un oui, non, bien sûr. équilibre à gérer de façon un peu pragmatique. Et peut-être que pour Kirkman, c'est aussi une façon de dire, comme c'est pas du comics conventionnel en numéros, etc., ça ne touche pas au canon classique de la saga. Parce qu'il y a aussi, je pense, cette part-là chez Kirkman qui a pas jamais vraiment voulu faire des séries dérivées, des mini-séries, des machins comme ça. Parce qu'il y a vraiment une seule série Walking Dead et elle est unique et on peut la refaire seulement en couleur, mais on va pas la refaire 50 fois à chaque fois. Donc, à mon avis, il y a aussi ce jeu d'équilibriste qu'il essaie de trouver. Et dernière sortie qu'on aborde aussi chez Delcourt et qui est d'ailleurs celle qui arrive le plus rapidement, parce que je crois que c'est au mois d'octobre, c'est Chroma. Chroma de Lorenzo De Felici, qui est donc le dessinateur de Oblivion Song avec Robert Kirkman et qui a repris d'ailleurs les crayons pour Void Rivals, qui sort en ce moment du côté de Skybound, qui est donc le début de l'Emergon-verse, qui est le grand crossover entre Void Rivals et les nouvelles séries Transformers et G.I. Joe. Et donc Chroma, ça n'a rien à voir, hein, c'est un titre de fantasy, ouais. Le Karim Debache, ouais. Ah oui. Tu l'as pas, non? Si, très bonne émission. Très bonne émission. Exactement. Donc, on se situe en fait dans un monde, en fait, dans une grande ville qui s'appelle la Bay City, où littéralement tout le monde est blanc, enfin en blanc et nuance de gris d'un point de vue de colorimétrie, et se protège du monde extérieur qui est très coloré, mais visiblement aussi très dangereux puisque peuplé de gigantesques créatures. C'est une ville en fait qui est sous le joug d'une autorité, autoritaire tout simplement, et qui a un rituel en fait, c'est que ils ont un monstre qui est enfermé dans ce qu'ils appellent dans un œuf noir, et quand le rituel démarre, en fait, la créature s'échappe, ils la pourchassent et puis ils l'enferment. C'est une façon de véhiculer leur tradition ultra sécuritaire et renfermée sur eux-mêmes, parce que la créature en question, justement, a quelque chose à voir avec la couleur et avec tout ça. Et donc, il y a un des jeunes Z qui est dans cette ville, en fait, qui entre en contact avec la dite créature, qui s'aperçoit qu'effectivement, on lui ment, va partir aussi à la découverte du monde extérieur et dans l'ensemble, Lorenzo De Felici s'intéresse vraiment aussi à la couleur, qu'est-ce qu'apporte la couleur à la fois, pour nous, d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociétal, en quoi c'est important, et même il y a un énorme jeu graphique aussi sur le fait d'avoir une partie de ces personnages qui se déplacent donc tout en blanc et nuances de gris dans des environnements hyper colorés, donc c'est super intéressant, c'est assez court, hein, c'est un récit complet, c'est 160 pages je crois, parce que c'était des numéros assez étendus, c'est une mini-série en 4 numéros, très très joli. Lorenzo De Felici, de toute façon, vous l'avez vu sur Oblivion Song, c'est un bon artiste, hein, qui a un bon coup de crayon, avec une histoire qui est plutôt intéressante, dont je vous passe les détails ici, parce que sinon on va spoiler, et ce n'est pas le but, mais je suis assez pas surpris du tout de le retrouver dans le programme de Delcourt, puisque De Felici, Skybound, Kirkman, tout ça, voilà, c'était logique. Et mais voilà, un titre sur lequel il faudra porter son attention lorsque ça arrivera, donc d'ici quelques semaines. Oui. C'est tout. Je ne l'ai pas lu, voilà. Eh bien, pour une fois. Je ne peux pas tout lire. Pour une fois. Allez, autre information aussi. Et du coup, attends, tu dis, il lâche un monstre, une tradition annuelle, etc. Ouais. Comme les vachettes dans les fêtes de Bayonne. C'est complètement ça. En fait, c'est une parabole sur les vachettes de Bayonne. Ouais, donc il y a un gamin qui part à la vachette, et la vachette lui dit, va en dehors de Bayonne et tu verras, il y a des couleurs. Ouais. Ah, c'est ça. Ok. Je déteste quand tu fais des résumés de la sorte. Comic Box 2 qui est de retour aussi pour la fin du mois d'octobre, donc la revue sur les comics menée par Xavier Fournier, qui avait fait son retour chez Huggin & Munin au format MOOC l'automne dernier. Il a fallu attendre un petit peu pour avoir ce numéro 2, mais il arrive enfin avec en couverture le Sin City de Frank Miller. C'est pas innocent puisque il y a la réédition qui arrive chez Huggin & Munin, mais c'est pas non plus totalement gratuit, puisque au sommaire de ce numéro, Frank Miller, ils ont réussi à voir Frank Miller en interview. Je ne sais pas comment ils font. Ils ont sûrement dû pratiquer de la magie noire, parce que de mémoire, vraiment, et par expérience avec d'autres collègues et collaborateurs, c'est hyper dur de l'avoir, Frank Miller, en interview. Pas forcément à cause de Frank Miller, mais à cause de ses agents ou de son agent. Donc, big up. Et dans le reste du sommaire, quand même, Joe Quesada aussi en interview, Kieron Gillen, Gary Frank, Devin Grayson, Matthew. Ah ouais. Ouais, non, mais Matthew Rosenberg. Et aussi, ils ont réédité en fait une interview de John Romita Sr. qu'ils avaient publié il y a longtemps, mais qu'ils ont remise en fait dedans pour lui rendre hommage, de la même façon qu'ils avaient remis une interview de Len Wein dans le dernier numéro aussi dans un numéro précédent, pour lui rendre hommage. Donc gros programme. Donc ça, c'est pour vraiment les guests, en fait, les personnes qui sont interviewées. Puis après, ça suivra la même formule que le précédent, c'est-à-dire sur une thématique quand même. Là, le premier c'était sur le multivers, là c'est sur Monde pourri, donc vraiment d'un côté plus
la fin du monde, le post-apo et tout ça, abordé sous différents points de vue. Et donc en librairie fin octobre 2023, le 27 selon l'éditeur. Et juste petit couac quand même, qui sera certainement perçu, c'est le prix qui qui est passé à 26,95 €, ce qui est quand même oui. pas anodin. Je crois que ça prend 6 balles par rapport au premier numéro. Donc bon, on vous a fait pas mal de choses sur les prix des comics et avec Xavier Gilbert, donc j'imagine que il y a tout un tas de facteurs qui prennent en jeu, mais j'espère juste de mon côté que ça ne va pas mettre un frein trop important, puisque c'est quand même la seule revue spécialisée comics en papier qu'on ait en France depuis pas mal d'années maintenant, et qui réussit à vivre et à survivre, même en prenant de nouveaux atours, en optant pour cette formule de c'est un bel objet quand même. De MOOC, ouais, et puis oui, c'est du gros, voilà, c'est un... Arnaud Feuillette, son numéro 1 là. Que j'avais pris par la campagne de financement qu'ils avaient faite en fait sur je sais plus si c'était sur Ulule ou KissKissBankBank à l'époque, mais avec une blank cover que je pourrais faire signer. Tout à fait. Illustrer, tu peux faire un petit dessin dessus si tu veux. Moi non, du coup, vu que je suis pas partie prenante de la chose. Mais donc voilà, moi j'attends juste d'en voir un petit peu le sommaire, mais bon, le premier numéro, c'était, si vous connaissez Comic Box depuis la période kiosque, c'est toujours aussi, je trouve, aussi qualitatif, hein, c'est du fond, clairement. Du fond, des interviews, des chroniques, de l'analyse, du dossier, voilà. Il y a de quoi lire. Moi, à mon sens, je suis un peu surpris quand même que ce soit, que c'est passé quand même à plus 6 balles, mais ma foi, c'est un trimestriel. Du coup là c'est un annuel pour l'instant, parce que 26 balles par an, ça va pour un truc qui effectivement, moi tu vois, c'est plus l'interview de Joe Quesada qui m'impressionne, parce que Frank Miller Eugen Emeline l'a eu pour faire les interviews exclusives des rééditions de 300 et de Sin City. Donc le fait qu'il veuille faire un petit effort pour accompagner l'édition française, qui reste un marché de la bande dessinée que Frank Miller connaît. Mais je sais pas si ça a été aussi simple que ça, hein, franchement. Ah oui, non, je dis pas que ça a été simple, mais c'est plus Joe Q que j'ai pas lu une interview de lui depuis très longtemps. J'aime beaucoup ce mec, moi, personnellement, donc je serais assez intéressé, parce que là, si je dis pas de bêtises, à part Ewa, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Plus grand chose. Donc il fait du conseil, il fait son émission de talk show, machin. Ouais, mais il n'illustre plus, tu vois. Non, dans le comics, oui. Donc c'est plus ça, tu vois, c'est comme j'aimerais bien par exemple une interview de Dandy, tu vois, c'est une curiosité personnelle. Mais effectivement, ouais, c'est un bel objet. Bon, tu sais, moi j'achète mes Métal Hurlant à 20 balles tous les 3 mois. Donc, remarque, voilà, je pense que si on aime la presse et si on aime bien les MOOC, justement, qui sont généreux, il y a pas de raison de si c'est 26 € par an, encore une fois, pour avoir des articles que tu ne trouves que à cet endroit-là. Voilà, après c'est à vous de voir si vous aimez justement le journalisme comics au point de le payer si cher. Mais moi personnellement, oui. Ouais, non, clairement, moi je serais Yankee de toute façon, hein, puisque là-dessus il y avait pas eu forcément d'envoi presse, hein. Moi je l'avais pris à la normale et avec plaisir, puisque c'est qui la cover là? Je me rappelle plus cette jaquette par qui elle avait été faite, je serais incapable de te le dire là. Mais si je regarde, c'est Brian Aberlin. Il est fort en peinture numérique, il a toujours été très fort. Donc ça arrive, voilà, fin octobre. On vous le recommande de toute façon. En tout cas, moi je le recommande. Vous doutez bien aussi qu'on est complètement biaisé, puisqu'on est nous-mêmes, on aimerait bien un jour avoir une revue papier aussi, ce serait pas mal. Mais donc voilà, vous savez que nous on accorde de l'importance à la presse de façon générale, à la presse spécialisée de façon générale. Donc clairement, moi je suis content que ça continue d'exister, et j'ai assez hâte de mettre la main dessus. Ensuite, alors on va terminer avec d'autres sorties dans la VF. Un bref rappel que du côté du label 619, en octobre, il y aura le Low Reader 3 qui arrivera. Donc bien entendu, il y a MFK 2 qui arrive avant. Donc ça, c'est vraiment la sortie à ne pas manquer à la fin du mois de septembre. Et puis d'ici la fin du mois d'octobre, un Low Reader 3 avec que des gens que vous connaissez déjà si vous avez lu notamment les précédents Low Reader, et même les derniers Doggy Bags, puisqu'il y aura Ron et Petit Rapace sur une histoire ensemble qui s'appelle Red Room. Il y aura Pivoine qui sera de retour pour une histoire qu'il illustre et qu'il écrit tout seul. C'est celui qui avait fait le passage sur la K-pop, qui était écrit par Ron et Guillaume Saint-Gelin dans le Low Reader 2. Et il y a aussi donc Ron qui est à l'écriture avec Rours au dessin sur donc une histoire qui s'appelle Salomon Testamentuma. Rours, vous l'avez déjà vu sur le Midnight Order de Mathieu Bablet. Donc là, ce sera une découverte
pour le low reader, et je vous recommande aussi son webtoon papier en fait qui s'appelle Orage, qui est sorti chez Vega Dupuis. Vous verrez qu'il a quand même un style hyper dynamique, voilà, un trait qui est très assez marqué, avec une belle personnalité. Donc programme alléchant, d'autant plus que c'est un partenariat avec le podcast Distorsion, qui s'intéresse vraiment, en fait, qui est un podcast qui raconte des histoires étranges du numérique. Donc c'est eux qui en fait vont s'occuper de la partie éditoriale. Il me semble qu'on en avait déjà parlé en plus quelques fois dans des émissions avec Run, que c'était un projet qui s'était fait depuis pas mal de temps et qui arrive enfin à se composer. Et donc on en reparlera au mois d'octobre. J'imagine que peut-être, vu qu'il y a Quai des Bulles, vu la date de sortie, que ça permettrait d'avoir les auteurs à Quai des Bulles. Je n'en sais rien pour l'instant. Mais donc voilà, il y a Slum Kids qui vient de sortir, il y a Low Reader, il y a MFK2 qui arrive à la fin du mois, et ensuite il y aura Low Reader. Et encore après, en novembre, on en reparlera, il y a Cloud de Florent Maudou, mais c'est encore un petit peu tard là de ce côté-là. Une belle année. Belle année en perspective. Et pour la conclure, du côté de Black River Comics, je te laisse un petit peu la parole, Corentin, pour 2 albums qui sortent. Alors un qui arrive tout bientôt, là, qui arrive cette semaine, je crois, alors on enregistre ce podcast, qui s'appelle Out of Body de Peter Milligan. Presque annoncé en surprise, ou alors on n'a pas fait attention, on n'a pas été attentif parce que ça sort, et j'ai pas vu beaucoup d'éditeurs communiquer dessus. Et après, par contre, Blanche-Neige Rouge Sang, une adaptation de nouvelle de Neil Gaiman, comme une étude en émeraude qui avait ouvert le bal de Black River l'année dernière. Absolument. Et qui est illustrée par la superbe Colin Doran, qui fait un taf de... qui est une très grande amie de Neil Gaiman, qui a fait du Sandman, qui est une super dessinatrice, un peu dans le style de Pick Craig Russell, quand Pick Craig Russell dessinait des comics. Alors, Out of Body, donc Inaki Miranda, Peter Milligan, effectivement. C'est surprenant de voir Inaki Miranda sortir du catalogue 404 pour aller dans la maison un peu cousine qui est Black River, qui est parti en même groupe, pour rappel. Je sais pas si je le recommanderais, celui-ci. C'est l'histoire d'un héros, en fait, qui est dans le coma, qui est plongé dans le coma après un accident malencontreux, et qui va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé à travers un voyage astral. Voilà, donc il sort de son corps. Il va découvrir que c'est pas si anodin, en fait, le voyage astral existe dans cet univers-là. Il est régi par des règles. Il y a des personnalités qui gravitent autour de cette capacité. Et il va donc mener une enquête à la Ghost Trick détective fantôme pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, quoi. Donc c'est un petit polar en 5 numéros qui est pas désagréable, qui est pas mal dessiné non plus, qui est pas mal raconté, qui est peut-être un projet un peu mineur pour Peter Milligan. C'est toujours bien de voir que Milligan continue de produire très régulièrement. À mon sens, ses plus grandes années sont derrière lui maintenant, mais c'est un peu, j'ai pas envie de dire qu'un peu comme Cullen Bunn, parce que c'est pas très gentil. Mais c'est un mec qui a fait beaucoup, en fait, de produits chez Aftershock, même un peu chez Ewa aussi, mais enfin beaucoup chez Aftershock quand même. Ces dernières années, beaucoup de comics d'horreur à petit format. Là, c'est sûrement un des trucs les plus longs qu'il a fait récemment. Il a fait du Ahoy aussi. Peter Milligan, on rappelle, c'est Shade the Changing Man, immense chef-d'œuvre des comics Vertigo. C'est The Discipline, c'est Animal Man, un super run. C'est un des grands noms, en fait, de Vertigo, de la bonne époque Vertigo. De la British Invasion, quoi. La British, oui, évidemment, il est anglais, de la British Invasion. C'est un grand créateur, et effectivement, il continue à produire régulièrement. Là, c'est un peu coloré, un peu psychédélique. Vous avez un petit esprit faussement victorien par endroits. Une petite technologie pas dégueu, avec des scaphandriers et tout. Enfin voilà, à vous de voir, feuilletez-le, et dites-nous si ça vous plaît. L'autre projet le plus intéressant, à mon sens, c'est évidemment Blanche-Neige Rouge Sang. Donc, il s'inscrit là encore dans une dynamique qui est pas du tout inédite dans les comics. En fait, donc on se rappelle Neil Gaiman, pareil, grand fer de lance de la British Invasion, héritier spirituel et adoubé par Alan Moore lui-même. Attends, Neil Gaiman, il a pas fait un truc qui s'appelle Sandman, genre? Voilà, j'allais y venir. Petite BD sympa, là, comme voilà, ça. donc Neil Gaiman, qui est journaliste à la base, qui fait Miracle Man dans la foulée d'Alan Moore, qui va ensuite faire Sandman, effectivement, et Black Orchid chez, dans les débuts de Vertigo Comics, effectivement. Et puis Neil Gaiman, au bout d'un moment, qui est quand même plus un fan de littérature classique, je pense, que de littérature illustrée, a fini par, en fait, un peu abandonner les comics. À quelques occasions, il y est revenu, mais c'est quand même devenu plus rare. Et il a produit énormément de textes. Sur son site web, vous pouvez trouver beaucoup de nouvelles gratuites. Par exemple, il fait des nouvelles comme ça au hasard, au débeauté. Il a adapté la mythologie nordique. Il a fait de bons présages avec Terry Pratchett. Il a évidemment fait American Gods, qui est considéré comme son roman le plus connu et peut-être le meilleur, je ne sais pas. J'ai pas tout lu Neil Gaiman. Il a fait le Graveyard Shift, qui a été adapté en comics et on a importé en France il y a pas si longtemps chez Delcourt, je crois. Et donc il a fait effectivement plusieurs nouvelles qui, un petit peu comme une étude en émeraude, en fait, sont des hommages à des littératures passées ou des mélanges et des renversements de perspectives. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, une étude en émeraude, ça prend le pari, c'est spoilé que c'est... Non. Mais donc c'était déjà une super lecture. On en avait parlé en back issues où tout marche sur les deux twists.
puisque c'est l'adaptation, on va dire, de Sherlock Holmes, A Study in Scarlet, et mélangé avec le mythe des grands anciens de Horace Phillips Lovecraft, avec la cryptozoologie, les démons, les Cthulhiens, etc. Avec un twist, voilà, qui est génial. Et là, c'est un peu pareil, sauf que le twist est désamorcé d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est donc... Ne le dis quand même pas dans le podcast, s'il te plaît. Ah bon? Non, mais je suis un peu obligé, c'est tout le principe du truc. Je sais pas. Après, on va sinon, je vais juste dire que c'est une adaptation de Blanche-Neige avec un twist. Ouais, voilà, c'est une adaptation de Blanche-Neige avec un twist. Et c'est bien. Voilà. Lisez-le. Non, mais le fait que c'est dans Blanche-Neige rouge sang, c'est qu'il y a un twist vampirique dans probablement. Dans le voilà. Et peut-être qu'en fait, Blanche-Neige ce sera un vampire. Peut-être c'est un renversement, voilà, qu'en fait, pour une fois, peut-être que la marâtre parce que ça apparaît très vite, c'est dès les premières pages, hein. C'est pas comme une étude en émeraude où il faut attendre la fin pour avoir le vrai twist qui te décroche la mâchoire si t'es fan de Sherlock Holmes. C'est vraiment, donc, oui, si, en fait, la marâtre de Blanche-Neige avait eu raison, en fait, de l'éloigner et d'avoir peur d'elle. Et c'est plus juste l'ego trip d'une femme de 40 ans qui se sent vieillir et qui réalise que sa belle-fille est beaucoup plus jolie qu'elle, et donc voilà, vision très réductrice de la femme où elle veut la tuer parce qu'elle veut rester la plus belle. C'est-à-dire qu'il y a de moi que c'était déjà présent à l'époque, quoi. Oui, exactement, voilà, le monde n'a pas changé. Là, c'est vraiment, en fait, et si la marâtre avait décelé un truc chez Blanche-Neige qui était pas quelque chose qui était juste de la jalousie, mais vraiment une peur, panique de voir une créature qui menace l'équilibre du royaume, qui menace la lignée royale. Et donc c'est extrêmement bien fait, c'est très littéraire, on n'est pas du tout dans justement le cas de l'autre adaptation où il y a beaucoup de dialogues, de phylactères. Là il y a aucun dialogue, ce n'est que des cases de narration qui reprennent explicitement le texte de Neil Gaiman, mis en image par Colin Doran. C'est très beau, c'est très bien, c'est un peu terrifiant, il y a vraiment une atmosphère froide et assez menaçante dans cette créature. Il y a même des trucs qui frôlent un peu là par contre non, là c'est spoilé si je dis ça, mais enfin il y a des trucs qui sont vraiment géniaux, grosso modo il faut lire ça a gagné un Eisner Award. C'est l'une des 2 adaptations de Neil Gaiman par Colin Doran, puisque elle va aussi faire De Bons Présages en version bande dessinée, où là ce sera beaucoup plus classique. On a déjà eu la série télé, donc on sait à quoi ça ressemble une fois que c'est mis en image. Vraiment une super BD, l'édition VO est géniale, l'édition VF j'espère sera à la hauteur. On a hâte de lire ça, on vous en reparlera, vraiment super BD. Et le pan généralement des adaptations de Neil Gaiman en comics, comme pour Graveyard Shift, je ne me souviens plus, Les Contes du Cimetière, je crois que ça a été le titre en VF chez Delcourt, un truc comme ça, ou la mythologie nordique qui a été faite chez Dark Horse. C'est vraiment des super BD en général. Elles sont souvent adoubées par Neil Gaiman, voire parfois un petit peu poussées par lui sur les réseaux sociaux. Donc c'est généralement avec des amis à lui, comme Pic Grossol, qui en a fait beaucoup. C'est vraiment un pan qui est intéressant à lire. Si vous voulez lire du Gaiman et que vous n'avez pas envie de lire de la littérature sans images, il n'y a pas du tout de problème avec ça. Ou si vous avez lu les romans et que vous vous demandez à quoi ça ressemblerait une fois mis en dessin, mais il y a vraiment quasiment rien à acheter, quoi. C'est vraiment un super pan littéraire que Dark Horse a très bien exploré et exploité, et qui donne encore aujourd'hui de super titres qui abondent régulièrement, parce que Gaiman ne s'arrête pas d'écrire dans le présent. Donc franchement, lisez ça, c'est très bon, mangez-en. Yes. Après, c'est bizarre parce que ton Graveyard Shift aussi, c'est le nom d'une autre série qui était parue chez Glénat, mais qui a rien à voir, donc je sais pas effectivement si ça a été publié au final ou pas. Graveyard Book, je ne sais pas. Graveyard Book plutôt, peut-être. Écoute, c'est l'histoire d'un gamin qui s'enfuit après le mort de ses parents et qui est élevé par les créatures fantomatiques d'un cimetière, et notamment un petit Dracula façon Bela Lugosi, très sympathique, très paternel, c'est super bien. Je sais plus comment ça s'appelle, mais recherchez sur le site Neil Gaiman, enfin sur le site Comics Blog, Neil Gaiman, et vous tomberez sur le machin. Très bien. Et il y avait aussi, c'est vrai qu'ils avaient fait L'étrange vie de Nobody Owens en intégrale il y a pas si longtemps que ça. Mais c'est ça en fait, je suis en train de me dire. Ah bah c'est voilà. Forcément, oui. Si tu dis les bons titres, oui, parce que L'étrange vie de Nobody Owens, oui, il y a Graveyard en anglais dans le titre, c'est Neil Gaiman et puis Craig Russell, oui, effectivement. Donc en fait c'était ça, c'était pas du tout le Graveyard. Mais c'est le nom en anglais, Graveyard Book, je crois. Je lis de la VO et je t'emmerde. Je connais pas les titres en VF, c'est dur le français, alors que je suis français quand même. Ouais, toi t'es italien et allemand, donc tu peux pas tout avoir non plus. Hein. Allez, du côté de iComics, vous le saviez déjà si vous nous écoutez depuis plus d'un an, puisqu'on l'avait déjà abordé dans le podcast du programme 2023 de iComics avec Sullivan Rowe. Mais un rappel ne fait jamais de mal, c'est Immortal Sergeant de Joe Kelly et Jiken Nimura qui arrive en novembre. C'est qui? C'est le duo à qui l'on doit I Kill Giants, et là c'est l'histoire d'un flic à la retraite et un peu de l'ancien monde, on va dire, sur sa façon de s'exprimer, sur sa vision du monde, qui en fait, lorsque son fils vient lui rendre visite avec sa petite famille pour justement fêter sa retraite, en fait, il retrouve un type
qu'il cherchait depuis des années parce que c'est lié à une enquête qu'il a jamais pu résoudre et qui le hante quoi. Et du coup il réfléchit pas, il l'embarque pour le suivre et il oblige son fils à le suivre, sachant que entre les deux il y a une relation plutôt conflictuelle, hein, on va le dire quand même. Donc Jim Sargent, qui est le flic, est un peu toxique pour son environnement, et donc les deux, en même temps qu'ils font l'enquête, en fait, vont pouvoir un peu mettre à plat tout ce qui ne va pas dans leur famille. C'est brillant. Moi, ça a l'air bien. Non, c'est hyper bien. C'est hyper bien. C'est c'est pas du tout la même puissance émotionnelle, on va dire, que I Kill Giant par rapport au thème abordé. Par contre, voilà, il y a quelques scènes vraiment, et qui profitent en plus donc d'une traduction de Maxime Ledin, qui est un peu le traducteur qui fait un peu tout chez iComics maintenant, mais que vous avez vu notamment sur les Ramv. Voilà, il y a des dialogues qui ont une puissance dans ce que ça convoque, qui sont assez ouf, un très bon voilà, c'est je sais pas, moi je l'ai lu justement parce que j'ai eu le plaisir de faire juste de la relecture en fait sur le texte de Maxime, quoi, et vraiment j'avais déjà adoré le lire en VO, et avec le texte en français, franchement, je trouve qu'il y a une puissance qui est hyper forte là-dedans. Donc très vivant aussi avec le trait de Ken Niimura, c'est dans le même style que I Kill Giant, donc c'est un peu proche du manga aussi, parce que c'est aussi tout en noir et blanc et nuances de gris. Hyper dynamique dans les scènes d'action quand il faut. C'est des personnages qui sont très expressifs aussi. Non, franchement, c'est ouf. C'est une lecture que j'ai hâte de me refaire aussi en version papier, clairement, parce que c'était un de mes coups de cœur. En même temps, oui, je suis biaisé par rapport à, vous savez comment pour moi I Kill Giant, c'est une BD qui est importante, et comment j'adule vraiment en fait tout ce que ces deux ont fait ensemble, et donc ça ne changera pas. Donc rendez-vous chez iComics pour cet album qui sera vendu au prix du coup de 29,95€ quand même, ce qui est aussi un prix. Après, c'est un gros pavé, hein, c'est plus de 300 pages et tout ça, quoi. Mais j'imagine aussi que là, voilà, les prix, tout ça, mais voilà, au lieu d'acheter 3 trucs Spider-Man, mettez de côté pour Immortal Sergeant. Là, je mets ma main coupée, balle réelle, que ça vaut, non, mais ça vaut clairement plus le coup, surtout par rapport à ce qui se passe chez Spider-Man depuis maintenant 2-3 ans, quoi. Ou même 3-4 ans. Dan Slott, moi j'ai pas tout détesté. Même 15 ans. Non, mais non, ça c'est du Dan Slott hating. Honnêtement, Dan Slott, j'ai pas tout détesté. Nick Spencer, il y avait 2-3 trucs qu'il pouvait, mais dans l'ensemble c'était quand même pas bien bon, et surtout sur la dernière partie post Last Remain, c'était quand même. Ça fait 4 ans, Nick Spencer. Super là. Oui, c'est pour ça. Ça a commencé. Non, mais je dis 2-3 ans parce que la fin de Nick Spencer plus Zeb Wells, là, les 2 dernières années, vraiment, c'est compliqué, quoi. Vraiment, c'est pas bon. Enfin, moi je n'aime pas. Enfin bref, lisez de l'indé en général. Voilà, c'est pour ça. Tout ça pour dire. Votre argent va au meilleur endroit plutôt que d'alimenter effectivement le catalogue Marvel, qui ne sert pas forcément à rémunérer les auteurs correctement. Voilà, et au-delà de ça, qui ne produit pas forcément des histoires ultra qualitatives en ce moment. C'est pas de la faute de l'éditeur français, c'est de la faute de Marvel qui a pas envie d'impulser une once de créativité ou de prise de risque dans ses publications, et qui préfère y aller en mode automatique, mais ça se ressent après forcément dans les publications qu'on a. Ensuite, Corentin, on passe enfin du côté de la VO. Les premiers titres Valiant d'Alien Books sont enfin listés pour la fin de l'année arrivante. Donc en fait, ils vont surtout d'abord se charger de conclure, enfin de reprendre les travaux qui étaient édités chez Valiant, notamment X-O Manowar Unconquered et le Ninjak Super Killers de Jeff Parker, qui a été annoncé en 2 numéros seulement au final. Donc j'imagine que ce sera peut-être des numéros compilés en fait, pour avoir un truc en très peu de temps, parce qu'il me semble qu'à la base c'était au moins une mini-série en 4, quoi. Attends, il y aura que les trucs avec Pulido? Ouais. Il y aura que 2 numéros? Ouais. Mais merde, c'est le seul projet que j'attendais vraiment chez Valiant. Oui, mais après, comme dit, si c'est des 2 numéros de 40 pages, ça fera un an, ou de 60. Ça fera 80 pages, ouais. Oui, ou de 60, ça fera un 120 pages. 2 numéros de 60 pages, ouais. Bah oui. Wow. Arnaud. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça arrive. Et c'est bien, parce qu'on avait des nouvelles que ça allait reprendre. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y a un après, surtout. Oui, il y a un après. Donc, notamment, ils ont annoncé qu'il y aurait un numéro d'anthologie spécial Saint-Valentin pour février 2024. C'est très bien, c'est bien au moins de le faire. Mais surtout, donc, des nouveautés qui arriveront. Donc, ils ont dit qu'il y aurait un titre Livewire qui arrivait, qu'il y aurait une nouvelle série de Britannia, qui justement était une série un petit peu à part, mais est menée par Peter Milligan. C'est très cool, ça, par contre. Ça fait plaisir. Qu'il y aurait aussi The Valiant, dont on sait rien pour l'instant, mais qui le titre renvoie forcément à The Valiant, qui était la mini-série de 2014, qui avait été un de leurs premiers grands crossovers, et aussi présenté comme une porte d'entrée. C'est d'ailleurs comme ça que Bliss Édition avait commencé en 2016 l'édition des comics Valiant. C'était super bien. C'était avec Paolo Rivera. Ouais, Jeff Lemire et Paolo Rivera et Matt Kint. Il avait même invité en France. Je me souviens qu'on l'avait eu à la PCE à l'époque. Ouais, c'est ça, tout à fait. Pour le lancement. Mec charmant d'ailleurs, super talentueux.
Donc le titre renvoie forcément à ça. Donc l'idée, mais voilà, ils disent bon bah voilà, il y a 3-4 titres annoncés. À supposer que ce soit pas un lancement par mois et que ce soit un peu plus ambitieux que ça veut dire aussi que va y avoir réellement peut-être du matériel Valiant à lire de façon régulière contre le single issue tout seul unique qui se bat chaque mois pour essayer d'exister sur les étals des comic shops. Si à la rigueur c'est un single issue d'une série régulière, ce serait pas forcément un problème, tu vois. Oui, non. Moi par exemple, si Dan Abnett faisait tu sais, comme il y avait eu chez DC Comics à l'époque la série Earth 2 qui canalisait en une seule série tout un univers. Et qui était d'ailleurs une très bonne série. C'était qui d'ailleurs? C'était pas Tom Taylor à l'époque? Il t'avait dit Tom Taylor. Ouais. Tu vois, qui s'il faisait son monde futuriste en ongoing où il y avait tous les mois une sorte de d'effets de vieilles séries de science-fiction, comme il y a pu y avoir des séries de science-fiction de très longtemps. Oui, vas-y. C'était James Robinson au début, après Tom Taylor. Oui, même le début de Robinson était bien d'ailleurs. C'était encore l'époque où Robinson faisait un petit effort. Mais justement, tu vois, s'il faisait ça tous les mois, ou si on avait juste un très bon titre Bloodshot, tu vois, comme on pourrait avoir un très bon Batman en ongoing, moi ça ne me dérangerait pas. Le problème c'est que c'est des mini-séries qui sont jetables, depuis des années, peu mémorables, et généralement même on n'a pas l'impression d'évoluer dans un univers commun. Le truc que tu m'avais obligé à lire là, avec les mecs qui ont des pouvoirs, tu sais, une petite équipe de 5 personnages qui j'aurais du mal à me souvenir exactement du synopsis, mais voilà, c'est bien la preuve que ça n'a pas marqué. C'était une bonne lecture sur le coup. Aujourd'hui, je peine même à me souvenir du titre ou de trucs. Et c'était très déconnecté, justement, de Bloodshot, de Ninjak, d'Exo Manowar. Pareil, Exo Manowar, la série de Jeff Loveness, Robert Venditti. Dennis Hopeless. Ah, Dennis Hopeless, la dernière en date, ouais, ok. Tu vois, qui était pareil, une ongoing à la Thor, à la Bendis, à la Spider-Man, ou à la Iron Man plutôt, qui aurait pu durer sur le temps long. Moi, c'est pas la quantité que je recherche, c'est plus l'impression que l'éditeur va quelque part. Et que ça l'intéresse encore de faire des BD. Parce que Arnaud, il a cette espèce d'obsession malsaine pour Valiant depuis justement que c'est arrivé en VF et que c'est devenu pour une raison ou une autre son univers préféré. Moi, personnellement, pardon. C'est un très gros raccourci quand même. Je pense que les gens qui écoutent ces podcasts, à chaque fois, ils se disent, ah, Arnaud va parler de Valiant, le truc qui intéresse Arnaud en France. Et excuse-moi, mais Joshua Dysart a fait les meilleurs. Mais je sais, je te vanne, moi aussi j'aime bien Valiant en plus. Et puis mais le Valiant de 2012 à 2016, c'était excellent, vraiment. Mais bien sûr, évidemment, le Bloodshot de Jeff Lemire, moi j'en ai un très très bon souvenir. Encore une fois, le Ninjak de Pulido, j'étais chaud. Les séries Exo Manowar, même les vieux Bloodshot de l'époque, c'était vachement bien. Genre moi, finalement, j'ai beaucoup lu Bloodshot par rapport au reste, mais l'univers, il a un intérêt. Les Toyo Harada, etc., ça a un intérêt, et c'est quand même curieux que d'un coup ce soit effondré. Et ce que j'allais dire, c'est par exemple, tu vois, moi j'ai le même rapport entre toi et Valiant que entre moi et Archie Comics. Où justement Archie Comics, c'est une maison d'édition qui paraît que s'était relancée, qui avait fait fureur avec 2 séries d'horreur qui avaient bien marché, qui se sont arrêtées d'un seul coup. Et après il y avait eu la série Archie de Mark Waid où l'éditeur avait jamais réussi à rebondir sur ce succès-là. Et maintenant en fait ça survit avec quoi? Avec un one-shot trimestriel, grosso modo, qui est souvent un truc pareil qui est jetable et qui est inintéressant et qui est parfois bien, hein, mais tu te dis, mais pourquoi ne pas en développer un produit de long terme? Des fois, ils font même des concepts qui ont l'air d'être des tests pour les produits de long terme qui n'arrivent jamais. Et t'as envie de dire, au bout d'un moment, voilà, ça, mettez votre boîte en gérance si vous n'y arrivez plus. Vous avez des personnages qui valent de l'argent, qui sont populaires. Valiant, c'est le cas. Archie, c'est le cas. Il y a des maisons d'édition comme ça qui sont en train de crever. Et où on se dit, mais en fait, c'est toujours l'espèce de dernier clignotement de la lumière avant que ça s'éteigne. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose que justement, on ait une perspective de long terme, enfin, avec une boîte qui se dit, on les a rachetés, et j'imagine que c'est pas pour faire juste un numéro par-ci par-là, mais que c'est vraiment pour faire enfin de la putain d'ongoing, en fait. Ou alors des mini-séries de 6 numéros qui vont s'enchaîner, tu vois, pour minimiser les risques et avoir des numéros 1 régulièrement. Comment s'appelle le personnage de leur Hellblazer à eux qui fait du vaudou, là, comment il s'appelle? Shadowman, la nouvelle série Shadowman, elle était vachement bien. Pareil, il y avait un concept à aller pousser. Tu pouvais faire un Hellblazer sur du long terme avec ça. Et en définitive, ça a duré quoi, 4 numéros? 8, ouais, bah, enfin, 8 numéros, c'est ridicule. C'est ridicule. Encore une fois, dans 2 ans, qui se souviendra de ce volume de Shadowman, tu vois? Ouais. Arnaud, oui, bon. À part Arnaud Kikou. Si tu veux attirer les lecteurs, pour moi, il faut arrêter de faire justement du coup par coup et essayer de se donner les moyens de l'ambition comme il l'avait fait à l'époque. Parce que c'est comme ça que tu vas attirer les curieux. Et pas juste les fans de longue date qui prennent ce qu'on leur donne à bouffer parce qu'ils ont que ça à se mettre sous la dent, quoi. Donc, j'attends avec impatience ce projet et j'espère qu'il donnera des idées à d'autres maisons qui sont un peu en désuétude et qui gagneraient, en fait, même si je comprends bien, c'est un investissement et tout le monde n'a pas les caisses remplies, mais regarde, Onipress se relance. Alors qu'Onipress, il y a 1 an, tout le monde les donnait pour mort, tu vois.
ils ont fait venir le pote de Dinashan Dasani, j'ai oublié son nom, Hunter Gorison. Ouais. Et là, du coup, lui, il arrive et il remet des projets ambitieux, des artistes ambitieux, et c'est possible de le faire. Sur le marché indé, il y a encore des idées à trouver, il y a encore des nouveaux noms à faire apparaître. Donc voilà, moi j'aimerais bien limite une nouvelle ère de Valiant qui n'aurait rien à voir avec celle d'avant, où il prendrait vraiment des artistes qu'on n'a pas vus, qui pour des histoires qu'on n'a pas encore lues, et pas juste de la ressucée de projets où Bloodshot va tuer des mecs avec des bons dessinateurs, mais pour des trucs qui vont pas durer plus de 3 ou 4 numéros, quoi. Oui, le problème de Bloodshot Unleashed, c'est sa durée, hein. Oui, le changement d'artiste aussi. Le changement d'artiste, mais la durée, parce que tu pars d'un pitch de départ où il y a 27 mecs foiliers à buter, et au final, il y en a 3, t'en as 3 exploités. Et c'est encore une fois, tu vois, c'est hyper frustrant, quoi. Je reprends le parallèle avec Archie, c'est exactement ce qui est arrivé avec Vampironica. Là, tu vois, t'avais 4 numéros de Greg Smallwood qui étaient génial, où tu dis, putain, waouh, ça peut être bien, ok, en fait, ce truc-là. Et après, il t'a 2 numéros pourris, où il se dit, attends, il faut qu'on boucle, parce qu'en fait, ça va faire 6 numéros, et si on fait plus de 6 numéros, on va devoir payer des frais d'impression en plus, etc. T'as envie de dire, mais les gars, vous avez enfin un bon truc, là. Pourquoi vous le sabordez comme ça aussi vite? Bloodshot Reborn, Unleashed, pardon, justement, c'est typiquement un truc où, voilà, tu peux faire le boss rush sur très long terme, où tu fais, encore une fois, des mini-séries, comme Orphan and the Five Beasts, où tu fais genre un numéro, un boss, et si jamais tu dois couper, dis au moins, on va revenir. Parce que sinon, les gens, ils se disent, mais ouais, je l'ai lu, maintenant, je peux le jeter, quoi. Non. Moi, je trouve ça un peu tristoun, personnellement. Non, oui. Après, il y a des récits courts qui peuvent très bien se relire plus tard aussi, tu vois. Tout n'a pas vocation à être oublié une fois lu non plus. C'est un peu réducteur, quoi. Ouais, mais quand t'as un univers qui ne tient que là-dessus, c'est compliqué de dire que c'est encore un univers. Tu vois ce que je veux dire? Là, Ninja, 2 numéros, franchement, ça fait un peu petit bras, quoi. Ouais, après, comme dit, il faut voir la longueur, il faut voir jouer s'ils ont pas juste compilé pour un truc parce qu'ils savent que Pulido sera peut-être difficile à vendre et que c'est pour ça qu'ils réduisent le nombre de numéros, mais pas la pagination au total du projet. C'est une autre façon de voir. Et puis, pareil, tu sais, vu que t'as aussi des gens qui hésitent parfois quand ils connaissent pas à se lancer sur des trucs très longs, de se dire, 2 numéros, ça va, je peux me le prendre, ça fera un récit complet rapidement. Donc, c'est vrai. C'est compliqué. Allez, Corentin, autre news, c'est pas du comics, mais c'est Mark Millar, donc forcément il faut en parler. Il prépare une autobiographie pour l'année prochaine. C'est un petit encart qui apparaissait dans les crédits de... Est-ce que c'est Grant Morrison qui va écrire la fin, à ton avis? Blague de geek. Blague de nerd. T'as compris, c'est par rapport à Red Son. Oui, c'est vrai, c'est parce qu'en fait, il avait volé la fin à Grant Morrison. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, ça arrive bientôt, tu disais. Ça arrive l'année prochaine. Et ça s'appellera And God Created Millar. Voilà. Et je trouve que le titre est quand même assez incroyable. Donc c'est un clin d'œil où je sais pas, c'est au titre de Et Dieu créa la femme, qui a eu droit à un remake 30 ans après en fait par le même réalisateur, mais pour les États-Unis, qui s'appelle And God Created Woman. Oui, c'est Vadim, non? Yes. Avec Bardot, ouais. Tout à fait, avec Bardot. Et donc là c'est un peu l'ego de Mark Millar, quoi. Et Dieu créa Millar. Je sais pas quel est l'aspect. Est-ce que c'est juste une joke parce qu'il sait qu'on l'accuse d'être très égotique et tout ça, ou est-ce que ça va être premier degré un truc du genre? Non, je pense pas. Depuis tout petit j'ai voulu être Dieu et maintenant j'essaie d'aller au-delà. Ah, ça par contre oui, c'est peut-être qu'il mettra ça dans la préface, mais à mon avis non, c'est volontairement ironique pour jouer avec son personnage. Voilà, de businessman fou, où tout le monde l'a accusé d'avoir plein d'idées, mais aucune exécution derrière. Et je pense qu'il a très conscience de qui il est, de ses qualités, de ses défauts, et même de ce qu'il est devenu dans le présent. À mon avis, c'est un mec intelligent, Mark Millar. Il faut l'écouter en interview, hein, Mark Millar. C'est comme Sean Murphy, voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Sean Murphy. Écoutez l'interview qu'Arnaud avait fait avec lui, où vous réalisez que le mec est très humble et conscient de ses faiblesses. Mark Millar, c'est pareil. Quand il vous parle d'un projet, il vous dit, ça va être amazing, amazing, amazing. Mais en fait, tu l'écoutes parler plus de 5 minutes et là, tu réalises qu'il est dans un rôle de promoteur et que quand il te parle vraiment d'histoire, quand il te parle de sa culture BD, et quand tu lis ces BD des débuts qui étaient que des titres ironiques, que des titres second degré avec les nazis qui jouent au football ou Vampirella où tout le monde veut l'applaudir, etc. Enfin, c'est vraiment ou voilà, les Youngbloods qui prennent des traces de coke avant d'aller se faire sucer par des groupies. C'est vraiment un mec qui a un humour féroce du Royaume-Uni, hein, voilà. Et je pense que le titre, justement, et qui se prend pour Garcenis aussi, ça, c'est un petit problème. Et je pense que ce titre-là, justement, c'est vraiment juste un bait, en fait. C'est pour que tous les lecteurs parlent du projet parce que c'est à la fois un petit con et un promoteur. Et c'est très bien, justement, qu'on va faire parler de ces BD. Et c'est comme Nemesis, hein. Nemesis, c'est juste, ouais, je vais mettre une scène avec de l'inceste parce que, comme ça va faire chier. Et ça va faire du bruit médiatique et tout le monde va aller la lire. Et Arnaud qui couvert à applaudir des deux mains en pleurant. C'est tellement beau, l'inceste, mon Dieu.
Mais du coup, ouais, non, après, moi, je suis quand même assez curieux parce que il y a toujours, enfin, le piège de l'autobiographie, c'est évidemment d'être repris sur les trucs factuels. Notamment sa relation avec Grant Morrison, qui est pas juste un détail de l'histoire. Ils ont fait le gros de leur carrière ensemble au début. Morrison a lancé, hein, Mark Millar, c'est pas du tout, comment dirais-je, un secret. Ils ont fait du Flash ensemble, ils ont fait leurs premiers comics underground ensemble. Même Vampirella, c'est Morrison qui était là au départ pour mettre une tape dans le dos. Donc moi, c'est plus ça qui m'intéresserait, c'est vraiment les débuts plutôt que l'irrésistible ascension du génie qui invente les Ultimates que Marvel Studios va reprendre, qui invente les Marvel Zombies que Marvel Studios va reprendre et qui après, j'ai réussi à claquer la porte de mon employeur et je suis devenu plus riche que Crésus en vendant mes personnages à Netflix pour faire des séries nulles ou qui n'existent pas ou qui sont parfois sympathiques comme American Jesus, qu'on en fasse le podcast d'ailleurs. Donc voilà, moi c'est la partie rêve américain du mec qui traverse l'océan et qui devient un businessman hollywoodien, etc. Ça, j'en ai absolument rien à cirer. C'est plus les débuts. C'est comment tu tombes dans les comics, comment tu te dis, je vais faire cette carrière-là, et avec que des vannes malsaines et des coups de génie, de provocation, tu deviens un des auteurs les plus importants de l'industrie. Ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Éventuellement, s'il y a un peu une partie sur sa méthode de travail ou sur son quotidien chez Netflix, ça peut être intéressant, mais connaissant l'animal, ce sera forcément un peu hagiographique. Enfin, je vois pas qu'il va pas te dire, bon, ce projet-là, je l'ai foiré un petit peu, j'aurais pas dû faire 3 suites de Kick-Ass, etc., tu vois. Arnaud, tu réagis quand tu veux à ce que je dis, hein. Non, c'est bon. D'accord, très bien, super. Et je vais même te laisser finir pour la partie comics avec le retour de Chris Claremont pour une mini-série Wolverine Madripoor Nights. Ouais, alors toujours cette espèce de versant nostalgique des comics Marvel qui finalement commence à produire beaucoup de BD à l'année, hein, si on regarde bien, mais qui permet à des mecs comme Mark Millar, comme Chris Claremont justement, de continuer à payer leurs factures, leur couverture médicale et à profiter des accords salariaux, qui fait qu'ils n'auront pas besoin de faire un GoFundMe pour payer leurs éventuelles opérations chirurgicales dans le futur. Donc c'est plutôt une bonne chose de ce point de vue-là. Moi, après le reste, la qualité des comics en question, on pourra en discuter un autre jour. Je pense qu'on n'est pas le public cible, évidemment. Claremont, qui donc avait été piégé dans un contrat d'exclusivité avec Marvel il y a assez longtemps, au point que si Marvel ne lui fit pas de travail, il pouvait difficilement après continuer à créer de son côté. C'était un peu dommage, mais l'apparition de cette espèce d'élan justement de comics situés dans le passé, avec des personnages du passé pour des lecteurs du passé, lui permet de revenir petit à petit. Donc là, il a fait Rogue et Gambit, je crois, ou Rogue, je sais plus. Ou oui, Rogue et Gambit. Oui. Extreme X-Men qui arrive là, qui est peut-être même déjà arrivé, et donc la série Madripoor Nights qui va être le prolongement d'une idée qu'il avait laissée un peu en friche en 1990, donc au début de sa collaboration avec Jim Lee, où en fait on t'expliquait que Wolverine, qui est donc immortel, hein, fameusement, avait croisé Captain America en 1941 à Madripoor, où Madripoor était encore le carrefour des civilisations avec les criminels, les traînes narcotrafiquants et les nazis, puisqu'il y avait le baron von Strucker qui essayait d'enlever Natasha Romanoff, qui était encore toute petite à l'époque. Et donc les deux en fait sauvaient Romanoff et devenaient potes, en fait longtemps avant leur rencontre officielle, beaucoup plus tard quand Wolverine serait inventé, hein, techniquement, parce que entre les années 40 et les années 60, Wolverine il est un peu discret parce qu'il a pas encore été inventé. Et donc on t'explique qu'il est en goguette, qui se balade et tout. A priori, ce sera plutôt la suite de ce qui s'est passé dans les années 90, c'est-à-dire la reformation d'espèces de familles avec Romanoff, Jubilee et Psylocke, et Captain America qui revient dans l'équation, puisqu'on t'avait promis dans le numéro Uncanny X-Men 268, que ils allaient être Forever for the First Time, enfin, Together for the First Time, et on va leur faire une aventure. Voilà, à Madripoor, ils vont tabasser des ninjas de la main, traquer un artefact qui menace de détruire la planète, peut-être ramener Von Strucker, on ne sait pas. Peu importe, ça reste Chris Claremont qui refait des X-Men. Donc pour Marvel plus tard et pour Panini, ce sera l'occasion de rajouter un tome en plus, les X-Men par Chris Claremont, avec toutes les séries modernes qu'il a fait. Ça lui permet à lui de payer son loyer ou son prêt immobilier. Pour tous les fans de Claremont, qui reste quand même peut-être l'un des, si pas le plus grand scénariste des comics Marvel, avec le Daredevil de Frank Miller, avec tous ces mecs-là, avec Greg Land, avec Peter David, avec tous ces gars qui ont fait l'histoire en fait des grands comics Marvel, c'est bien, tu vois, parce qu'il y a pas de raison. C'est comme les grands cinéastes, à un moment donné Hollywood leur dit bon bah là, va là-bas, prends ta retraite, et ils ont du mal à se faire financer. Bah il faut quand même que ces gars-là qui ont encore des choses à dire, des choses à écrire, des choses à faire. On sait que Claremont il a un peu été écarté en plus par le grand renouvellement des années 2000 et l'arrivée justement de petits jeunes aux dents longues qui étaient Bendis et Millar, et que du coup bah on a complètement repensé le planisphère Marvel et les X-Men
à un moment donné, au point que lui, qui a sûrement encore plein de trucs à faire, s'est retrouvé un peu dans un placard. Et finalement, il sort du placard. Alors, c'est pour faire des titres nostalgiques. On peut le regretter. Mais je pense qu'il a encore, lui, plein d'idées ou plein de pistes qu'il a laissées en friche, justement, parce que quand tu fais une telle carrière, quand tu manipules autant de personnages, un tel univers en même temps, forcément, il y a des zones de gris que tu te dis, je vais faire ça plus tard. Donc, qu'il le fasse maintenant, très bien. Moi, je lirai ça avec plaisir. J'ai commencé, enfin, les X-Men de Claremont. Ça va être très long, je pense, pour tout rattraper. Mais ouais, pourquoi pas. C'est Edgar Salazar qui fait le dessin. Bon, je suis pas très fan de son coup de crayon, malheureusement. Mais voilà, pour celles et ceux qui sont justement des vieux fans et qui se trouvent pas forcément dans ce que fait Marvel dans le présent, c'est difficile de vous opposer un contre-argumentaire par rapport à ça. Ce pan-là existe, il est bien entretenu, il y a du Michelini, il y a du Peter David, il y a même du Louis Simonson, tous ces grands et toutes ces grandes de l'époque qui continuent à travailler. Très bien, pourquoi pas. Il en faut pour tous les goûts. Très bien, merci beaucoup Corentin. Avec plaisir. Et c'est là-dessus qu'on va terminer la partie comics pour aller du côté des écrans. Alors du côté de la télévision, qu'est-ce qu'on a ? On a d'abord une nouvelle bande-annonce pour Loki saison 2 qui remontre plus ou moins en fait c'est ce qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire que bon visiblement Loki repris toujours par Tom Hiddleston a des problèmes de temporalité, c'est-à-dire qu'il glitch, il glitch et il warp quoi. Et donc il faut aller un petit peu à savoir pourquoi tout ça est en train de se casser la figure. Sylvie sera de retour également. On aperçoit effectivement Jonathan Majors toujours dans ses plans très très brefs, en lien avec en plus le fait que son procès a toujours été décalé, c'est ça ce que tu veux dire ? Son procès commence là. Ouais. Le 15 septembre, la veille de la soirée First Print, rappelez-vous. On pourra boire à la santé de voilà. Non. Donc son procès a été décalé, ça tombe très mal puisqu'effectivement en fait l'instruction va se tenir pile en face de la campagne de promo de Loki. Je ne sais pas à quoi jouait Kevin Feige quand il a décidé de mettre parce qu'il aurait pu la repousser d'un mois, tu vois. Parce que là du coup effectivement Kang a priori se présage comme l'antagoniste principal, c'est ce qui avait été teasé à la fin de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Enfin ou alors c'est vraiment un triste accident d'alignement de planning. Mais donc effectivement pour rappel Jonathan Majors qui est accusé d'avoir frappé et étranglé une femme. L'instruction devait se tenir au mois d'août et le procureur du district de New York, qui est donc celui qui va mener la charge contre Majors pour essayer de le faire condamner, expliquait qu'il avait besoin de temps pour bâtir un peu son dossier parce qu'apparemment de nouveaux témoignages concordants avec les accusations avaient été recueillis. Et c'est le procureur qui là a dit « Je suis prêt, allez on y va, on se retrouve dans l'arène les gars ». Donc on peut se demander s'il y aura pas de nouvelles révélations, effectivement, peut-être des ex de Majors qui sont venus témoigner. Je n'y crois pas personnellement parce que je pense que la presse aurait finalement réussi, de toutes les affaires qu'il y a eu comme ça, généralement la presse est au courant. Rappelez-vous pour Bryan Singer justement, où Atlantic avait fait une enquête extrêmement explicite sur le cas de ce cinéaste accusé de pédophilie à plusieurs reprises. On a déjà eu le long papier sur Majors et sur son comportement et tout ça. Oui, mais il rapporte rien d'illégal. Non, mais ça expliquait une personnalité qui apparemment était quand même toxique, quoi, on va dire, selon les... Voilà, en fait, ce qui pourrait arriver, c'est que soit effectivement le procès met en lumière le comportement néfaste, comme ça a pu être le cas avec Johnny Depp quand il a été jugé au Royaume-Uni, je précise bien, au Royaume-Uni, et qu'en fait plusieurs témoins, le juge avait considéré qu'en fonction des témoignages, que selon les témoignages, Depp pouvait légitimement être considéré comme un mec qui frappait sa nana, sans forcément le condamner pour ça, parce qu'à l'époque il était juste en procès pour diffamation. Donc là, c'est peut-être la même chose qui va arriver, parce qu'en fait le profil qui va être dressé pendant le procès fera que on s'apercevra que Majors n'est pas quelqu'un de bien, ce qui n'est pas illégal en soi, et qu'après il y aura pas suffisamment de preuves pour attester que c'est effectivement un agresseur physique de femmes. On verra bien, et le pire qui pourrait arriver serait évidemment s'il y a de nouveaux témoignages qui apparaissent et qui disent, ou qu'une victime arrive et dise moi aussi il m'a frappé. Dans ce cas-là, je pense que là par contre chez Marvel Studios il y aura la porte elle est là-bas, va-t'en vite, et que Kevin Feige ne pourra pas échapper au fait que il a attendu le dernier moment pour le foutre à la porte. Mais c'est toujours un débat, parce que tu sais, voilà, à chaque fois qu'on dit ça, des gens nous répondent, oui, mais présomption d'innocence, ça existe pas pour rien, ça existe pour éviter justement que, parce que quelqu'un dit du mal de quelqu'un, on puisse ruiner sa carrière. En l'occurrence, c'est différent, parce qu'il a vraiment été arrêté par la police après qu'une femme a été hospitalisée. C'est pas juste le tribunal des réseaux sociaux, comme on dit. Donc, voilà, ça c'est un fait. Et que Marvel Studios ne veuille pas se précipiter pour pas après tendre le bâton pour dès qu'il y a un mec qui va se faire accuser. C'est pareil avec Tenoch Huerta, tu vois, où il n'y a pas eu de réaction aussi publique de Kevin Feige.
Bon, ça c'est un autre débat, on verra en fonction du procès, on va se concentrer sur le trailer en l'occurrence. Donc Majors va jouer une version de Kang le Conquérant qui s'appelle Victor Timely. J'en avais un peu parlé dans le podcast Ant-Man and the Wasp: Quantumania, c'est une des itérations de Kang qui revient sous des traits très humains dans le passé, au début du XXe siècle, pour poser en fait les premiers jalons technologiques qui vont permettre l'apparition de la torche humaine et en fait être un petit peu le Tesla, le Henry Ford, enfin le, comment ça s'appelle, pas Tesla, Edison, Thomas Edison, le mec qui est un peu le grand révolutionnaire scientifique du début du XXe siècle, qui découvre l'électricité, le phonogramme, le cinémascope, enfin le kinétoscope, etc. Et voilà, donc ça inciterait à penser que Kang va devenir très important dans le canon chronologique de l'univers Marvel, et que a priori effectivement Loki va s'opposer à lui, Lady Loki et Loki vont s'opposer à lui, parce qu'on voit pas en fait d'autres antagonistes dans la bande-annonce. Mais ça veut à la fois rien dire, parce que la première saison on voyait pas Kang non plus dans les bandes-annonces. On croyait que les Timekeepers seraient les ennemis, en fait c'était juste des trucs de la magicien d'Oz, en fait c'est juste une illusion. Donc on verra bien. Moi j'avoue je suis assez curieux et en même temps enthousiaste, parce que même s'il y a cette affaire Majors, la série Loki saison 1 c'était la meilleure série de Marvel Studios à mon avis, devant WandaVision, que Tom Hiddleston est un excellent acteur, Owen Wilson est un excellent acteur, Sophia Di Martino est une excellente actrice, le casting est bon, l'ambiance est agréable, ça varie au niveau artistique, même le générique de la saison 1 était bien. On voit même comment s'appelle-t-elle, le petit personnage mascotte qui est en forme d'horloge. Miss Minutes? Ouais, Miss Minutes, voilà, qui va jouer un rôle plus important. Donc moi je suis quand même enthousiaste pour cette saison, tout en ayant conscience évidemment que journalistiquement parlant on va devoir couvrir deux affaires qui se recoupent. Parce que moi je suis même plus je me dis que il y avait un teasing qui était nécessaire pour faire du bait aux spectateurs, mais que ça se trouve il apparaît que dans un seul épisode et que c'est l'épisode en question et que tout le reste de l'histoire, parce qu'il y a un autre antagoniste aussi qui est dedans, j'arrive jamais à me rappeler du nom de cet acteur, mais qu'on voit un moment dans le plan où il est adossé au mur et tu vois les ombres avec les masques de Loki qui apparaissent en face de lui, et lui on sait que c'est aussi un vilain, donc je suis presque persuadé que Kang n'aurait jamais eu un rôle de main villain et qu'il aurait fait pareil, tu vois, il aurait eu droit à un épisode en guest pour réattirer l'attention sur lui, tu vois. Mais comme dit, Marvel Studios normalement se le garde pour le grand écran et pour plus tard, pour en faire un vrai truc. Donc à voir si on va forcément devoir c'est aussi la série multivers, tu vois. Enfin, c'est là que le concept a été introduit et que Kang est venu dire il y a un multivers de moi qui se tabasse sur la gueule. Peut-être que cette version de Kang n'est pas le Prime Kang, et peut-être qu'ils vont juste ouvrir l'idée que le Multiverse of Madness la Secret Wars qui arrive, la série Loki sera encore une virgule dans cette longue phrase qui mène à Secret Wars, tu vois. Ouais, si Secret Wars voit le jour à terme. Décalage en masse pour les séries Disney+, d'ailleurs, puisque donc Loki sera la dernière en live action. A priori, on aurait du What If pour la fin d'année, puis tout le reste, Coven, t'as d'abord Echo, qui devait sortir tout d'un bloc le 29 novembre, qui était reporté au début de l'année prochaine. Ça sortira aussi tout d'un bloc. Et Agatha, qui a été rebaptisée Darkhold Diaries, qui elle a connu un décalage sur l'année suivante vraiment, parce que ce sera pour l'automne. C'est dingue quand même. Pour l'automne 2024. En plus cette série, je sais pas, ça me paraît pas être une pièce maîtresse dans le plan de Marvel Studios. Ça fait un bail qu'elle est en prod en plus, quoi. C'était pas genre 2021 que ça a commencé à discuter de ce truc-là. C'était peu de temps après la série WandaVision en fait. Après voilà, c'est les conséquences mécaniques de la grève. Les tournages sont à l'arrêt, évidemment qu'on peut pas juste se dire ouais mais t'inquiète pas, dans 2 mois c'est réglé, parce que je pense que les présidents de studio en fait ont très conscience de ce qui se passe dans les plus hautes sphères et que personne ne veut céder un pouce de terrain. On va en parler tout à l'heure justement par rapport à certaines choses qui ont été dites récemment. Moi personnellement, encore une fois, ça me va dans le sens où il y a une frénésie culturelle qui est ce qu'elle est, que personne n'a le temps de tout regarder, que je profite moi de ce moment pour rattraper des séries que j'avais ratées, et que c'est pas désagréable effectivement aussi pour la marque Marvel Studios de se reposer un peu au moment, parce que c'est quand même une année assez particulière, hein. 2023 c'est quand même l'année où les productions super-héros de la maison DC principalement, mais aussi Marvel Studios avec Ant-Man and the Wasp: Quantumania et Secret Invasion ne fédèrent plus l'enthousiasme d'autrefois, où on sent que le public a envie de nouveautés, a envie de franchises qui lui ressemblent peut-être un peu plus, comme la franchise Mario avec laquelle il a grandi, parce que quelque part Marvel, je pense pas que les gens qui ont été
très nombreux à aller voir Black Panther étaient fans des comics Black Panther. Alors que là, aujourd'hui, on arrive à une nouvelle économie du fandom où les gens ont joué à Last of Us et vont voir la série Last of Us, ont joué à Mario et vont voir le film Mario, ont joué aux poupées Barbie et vont voir le film Barbie. Alors qu'avant, Marvel Studios, c'était plus, bon, vous avez connu grosso modo ces personnages-là en cartoon ou parce que votre grand frère lisait les BD quand vous étiez môme, mais en vérité, on va essayer de vous intéresser à des personnages que vous ne connaissez pas. Et là, ça s'inverse, en fait, tu vois, quelque part. De la même façon que on a vu des studios qui se sont accrochés à des films qui sont restés en salle très longtemps, comme Mission Impossible 7, qui partait comme un échec financier, mais colossal, et qui finalement, a priori, va réussir à se rembourser, peut-être pas être très rentable, mais à se rembourser, comme Élémentaire, pareillement, où à une époque, même l'année dernière, hein, au bout de 45 jours, il l'aurait mis sur Disney+, et sa vie économique aurait été finie, il y aurait que les produits dérivés et les Blu-ray éventuels, alors que là, ils l'ont tenu longtemps en salle. Donc en fait, j'ai l'impression que tous les acquis de ces dernières années, limite, j'ai l'impression qu'on arrête enfin le cinéma des années 2010. C'est que le cinéma des super-héros qui a dominé, mais qui a écrasé le cinéma des années 2010 est en train, en fait, petit à petit, pas de péricliter, mais de se réduire en intérêt. Que là, on voit que Mattel a des grands plans pour faire des films de jouets et que, a priori, si le film Barbie est un exemple de ce que ça peut donner, c'est pas forcément inintéressant. On peut ne pas aimer le film, mais il est qualitativement supérieur, je pense, à un film de commande de merde comme Ant-Man 3 ou même Black Adam, pardon, ou Shazam 2, tu vois. À côté de ça, évidemment, voilà, les films, les produits de jeux vidéo, ils arrivent, ils sont là pour durer, hein. C'est de fait. Ouais, mais surtout qu'ils arrivent enfin, surtout, à faire des adaptations de qualité, parce que tu regarderas que en termes d'adaptation de jeux vidéo, il y en a toujours eu. Les Assassin's Creed, les Prince of Persia, les Doom, et même plus récemment putain, c'était de la merde. Mortal Kombat, c'est de la merde à chaque fois. Ouais. Là, ils ont quand même cherché à se sortir les doigts un petit peu. Alors Mario, et c'est pas le meilleur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le meilleur exemple en termes d'écriture. Par contre, en termes de d'IA et d'animation, c'est mortel, vraiment. Bah, moi, je pense qu'ils ont surtout compris qu'il fallait absolument respecter le canon du jeu pour pas se faire emmerder par les fans, parce que je pense que le film Assassin's Creed est pas un pire film que le film Mario, hein. C'est à mon sens. Bah, je suis désolé de le dire. En plus, je suis fan d'Assassin's Creed personnellement. Le film Mario, c'est une très jolie coquille vide. Pardon, on n'apprend absolument rien de plus sur l'univers. Ouais, d'accord, mais le film Assassin's Creed, c'est une coquille vide moche. Oui, il a rien pour lui, quoi. Alors que il a au moins un scénario original qui n'est pas dans les jeux, alors que le film Mario, non mais attends, je veux pas du tout défendre le film Assassin's Creed, hein, qu'on se comprenne bien. Je déteste ce film, il me sort par les yeux comme le film Prince of Persia. C'est un scénario nul, c'est pas parce qu'il est original qu'il en devient moins nul. Non, mais je veux dire que c'est pas parce que Mario ne prend aucun risque et s'astreint à faire du fanservice pendant 1h30 que ça devient un meilleur film que tout ce qui s'est fait jusqu'ici. C'est juste que c'est un film qui flatte les fans dans le sens du poil. Et on l'a bien vu, avec tous les débats que ça a suscité où les fans disent « Ouais, mais faut arrêter de demander trop, c'est quand même un film pour enfants », tout en me disant derrière « J'ai pleuré devant, donc c'est un film qui m'a provoqué des émotions ». Enfin, faudrait quand même juste se décider, est-ce qu'on veut du cinéma ou est-ce qu'on veut une fanfic qui prend aucun risque, qui ne vous apprend rien, qui ne vous change pas du tout votre regard sur la franchise. Et comme The Last of Us, encore une fois, The Last of Us, c'est vrai que j'ai apprécié, hein, en demeurant. Le meilleur épisode de la saison 1, c'est un truc qui n'est pas dans le jeu. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question parce que c'est pas parce que les films de comics sont amenés à prendre moins d'importance que le cinéma va d'un coup prendre beaucoup de risques et se mettre à produire des trucs super bien. Non, moi, je pense que dans 10 ans, il pourrait y avoir une jeu vidéo movie fatigue aussi, quelque part, hein. Si on suit parce que surtout qu'il y a pas, pour l'instant, il y a pas de boom des adaptations de jeux vidéo non plus. Tu vois, s'il y a eu 2 projets qui ont bien marché, parce qu'ils étaient mieux branlés et qu'ils ont su, ou sinon qu'ils ont mieux su s'adresser à la fanbase et à un public plus large, on n'est pas encore dans les 5 adaptations de jeux vidéo par an, hein. Mais je pense, tu vois, par exemple, le film Tomb Raider, c'est pareil, c'était une version, merde. C'était une merde, ouais. C'était vraiment un truc qui collait, mais extraordinairement, même au plan près, parfois pour l'intro. Ouais, au premier jeu de Crystal Dynamics, le film Uncharted. Sur moi, je ne l'ai pas vu. Ça aussi, mais c'était affreux. Tu complètement de ne pas jouer à Uncharted. Autant jouer à Uncharted, c'est déjà un film interactif. Et Sonic, c'était pas incroyable. Ouais, Sonic, je trouve c'est quand même mieux pour moi. Enfin, Sonic, c'est une comédie qui essaye de faire des trucs. Enfin, voilà, pour dire que. Oui, pardon, on fait un hors sujet, mais voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement. La réduction de la production, c'est pas forcément un mal non plus. Exactement. Et qu'il est temps, à mon avis, que les adaptations de jeux vidéo, comprenant la menace, même la série One Piece, elle arrive. Pour moi, c'est un truc que je ne veux pas regarder. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est le manga avec des images réelles et des fonds vides. Je lis le manga ou je regarde l'animé, bref. Mais en tout cas, elle marche beaucoup.
Et non, vraiment. Je te jure que tu vas voir quand tu auras les tops de Netflix. C'est un truc, là, tous les influenceurs vont retourner leur veste en mode genre, en fait, c'est pas si mal et tout. À mon avis, c'est un truc qui va, encore une fois, faire un milestone pour Netflix, comme Sandman en avait fait l'année dernière. Je pense sincèrement que ça, c'est pareil. C'est parce que les gens veulent des produits qui leur ressemblent avec lesquels ils ont grandi. Et les super-héros, dans cette équation-là, ils ont un train de retard. Donc, en espérant qu'ils comprennent la menace, comme limite, Feige profite du décalage pour essayer de sortir un peu les doigts du cul, quoi. Qu'on ait une vraie série Daredevil qui soit vraiment la suite de la série Netflix en termes de qualité et d'ambition et de maturité. Agatha, très honnêtement, j'y crois pas une seconde. Et toutes les séries, voilà, Echo, c'est pareil. Echo, mais qui s'en a quelque chose à foutre de Echo, quoi? C'est quoi ce gâchis de pognon? Comme Secret Invasion, c'est un gâchis de fric, mais monumental. Au moment où ils sont en crise, où ils ont besoin de rembourser des prêts, où ils ont les actionnaires à rassurer, ils te lâchent 200 millions pour une série que 10 personnes sur Terre ont vu parce qu'ils étaient obligés pour leur travail, n'est-ce pas, Arnaud? Et pour faire des podcasts rigolos avec Splinter. Enfin, arrêtez, 210 millions pour ça, c'est un scandale, quoi, c'est un truc de fou. Bref. Le trailer de Désolé The Boys pour ce hors-sujet. Le trailer de The Boys Gen V, par contre, toujours aussi potage sanglant, rigolo. Ouais, bah, ça a une meilleure gueule que le premier trailer, je trouve, même si c'est beaucoup des mêmes images. Le coup de la marionnette qui te donne un peu un côté, un peu débile volontaire qui, pour moi, me rassure parce que j'avais vraiment peur que ce soit vraiment juste, violence à la fac. En définitive, il y a violence à la fac, mais on devine mieux les contours du scénario. Tu vois, là, effectivement, je sais pas quel va être le propos exactement, mais ça peut faire ce qu'a fait la série Dear White People en termes de renouveler un peu le panel de fiction adolescente universitaire dans le contexte des super-héros. Tu vois, c'est-à-dire que Dear White People, c'était une sorte de polar qui prenait de front toutes les thématiques justement qu'on peut avoir aujourd'hui, surtout aux États-Unis, sur les clivages entre les blancs et les noirs. Et c'était bien fait. Il y avait une belle photo, c'était bien rythmé, les premières saisons, je dis bien. Il y avait une bonne musique et tout. Là, ça a l'air un peu de faire la même chose. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de séries jeunesse, on a beaucoup de séries avec des gens à la fac, avec plein de trucs que tu as consommé, que j'ai consommé. Ou voilà, soit ils dansent, soit ils font des triangles amoureux, quoi, grosso modo. Là, c'est l'occasion de ramener de la violence et de l'intrigue peu ou prou politique ou peu ou prou, les thèmes de The Boys, quoi, tu vois. On va parler du fascisme, on va parler de ça, etc. Dans un petit polar qui a l'air finalement pas si mal branlé. Enfin, je sais pas, moi, le trailer m'a convaincu, je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, pareil, ouais. Et honnêtement, voilà, moi qui suis vraiment, j'en ai vraiment ras le cul des fictions, justement, à la fac et tout, je peux plus. Ça peut être l'occasion, ouais, de varier un peu la formule, quoi. C'est quoi ce que t'as regardé pour que ça te sorte par les... Bah, alors, il y a beaucoup de séries qui sont des trucs sur Netflix, par exemple, mais d'une manière générale, les séries jeunesse. Faut arrêter de regarder Sex Education, hein, écoute. Sex Education, c'est une bonne série, pour le coup. C'est l'un des rares exemples de trucs qui fonctionnent bien. Je pensais plutôt, voilà, à des trucs comme Riverdale, à des prods CW, à des prods, même, tu vois, enfin, genre, trucs un peu les héritiers de Joss Whedon, quoi. Toutes les séries post-Buffy, ou les séries comme, comment s'appelle ce truc, là, Dawson Creek et tout. Enfin, tu sais, tous ces machins faussement adolescents. Tout ce qui sortait quand j'avais pas le droit de regarder la télé, donc. Mais ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. Oui, en mais fait, c'est pour ça, non, c'est pour ça que moi j'ai pas du tout cette fatigue. Ou les frères Scott, ou. Jamais regardé tout ça. Comment s'appelle, Gossip Girl. Jamais. Et pourtant, toi, je pense que tu pourrais être un public, ça intéresserait à mon avis, mais. Ouais, dans une autre vie, peut-être si je perdais 15 ans d'un coup, peut-être, mais je t'avoue que là, pas trop. En ce moment, je suis dans Gomorrah, c'est quand même plus cool. Ah oui, oui. C'est que des mecs qui se butent. C'est c'est infernal. Allez, Corentin, juste un jeu vidéo en spin-off de TMNT Mutant Mayhem. Nouvelle surprise. Donc, en plus du Last Ronin en AAA, il y aura aussi, donc voilà, un jeu vidéo basé sur la franchise d'animation qui est sorti, qui a démarré cet été avec le film de Jeff Rowe et qui doit déjà se poursuivre avec un second film et avec une série animée, mais aussi avec un jeu vidéo. Le souci, c'est que le studio à qui on doit ça, c'est pas forcément un studio ultra quali, mais bah, ultra quali, je sais pas, j'ai pas joué à leur jeu, mais par contre, c'est un studio qui fait des jeux à licence pour la jeunesse, pour la famille, comme ils disent, qui signifie pour les enfants. Oui. Moi, ça m'inquiète un peu. Pourquoi ça t'inquiète? Bah, parce que, en général, c'est pas des jeux, quand tu dis des jeux de licence à destination de la famille, c'est pas ouf, quoi. Oui, mais alors? Genre les jeux pas de patrouille, voilà, quoi. Oui, mais ça, à la limite, on n'est peut-être pas obligé d'y jouer au jeu. Non, mais le truc, c'est que bah, les Tortues Ninja, ça t'intéresse forcément, parce que la licence, elle est cool, que le film d'animation,
enfin que cette adaptation, cette licence en particulier, elle était vraiment cool. Donc tu te dirais un beat'em all, par exemple, ou même un jeu d'aventure action, je Mais sais t'as pas. déjà Shredder's Revenge, je pense, hein. Oui, mais je te parle en adoptant la DA du film d'animation, tu vois. Ah oui, c'est un autre oui. délire, quoi. Ouais, mais enfin, on peut En pas cel tout shading. avoir, mon pote. Oui, non, mais on peut pas tout avoir, mais Elle était implémentée dans FIFA, déjà, c'est bien. Elle était implémentée dans FIFA. Pardon. Non, mais en fait, moi, très honnêtement, enfin, je m'en branle. le c'est film, ça. le film, il a été marketé pour la jeunesse. C'est comme ça, effectivement. Il y avait, enfin, il y a toujours d'ailleurs des bons jeux vidéo pour la jeunesse. Non, ça m'interdit rien. Là, voilà, on est clairement dans une zone grise de ma ludographie où tout ce qui est jeux mobiles, tout ce qui est jeux familiaux, tout ce qui est jeux à licence, fait pour capitaliser sur le petit succès d'une franchise. Voilà, enfin, on a le droit de s'en battre les couilles. Dans l'intervalle, on a un jeu par THQ North basé sur l'Astronaut. On a Shredder's Revenge qui a eu un DLC récemment et qui aura peut-être droit à une suite par Dotemu. Voilà, moi je suis plus client de ces machins-là. Il en faut pour tous les goûts, tu vois. C'est comme quand ils font des comics jeunesse chez DC qui m'intéressent pas. Et chaque fois tu me réponds, mais t'es pas le public, Corentin. Bah là c'est pareil, non, tu n'es pas le public. De ce genre de jeu, si la licence se poursuit, et elle va se poursuivre puisqu'on aura la série animée et le prochain film, on peut espérer que d'ici quelques années, on a un jeu plus pour nous qui finira par arriver. Pour l'instant, non. C'est pas grave. C'est pas grave non plus, Tu sais, effectivement. moi je vais te dire, il y a des jeux Judge Dredd, des jeux mobiles, mais de merde, honteux. Moi je veux un Judge Dredd en monde ouvert à Mega City One. Et ça n'arrive pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne joue pas à ces jeux, je lis les BD. Voilà. C'est une solution. Allez, on va terminer avec la partie cinéma. Deux petites choses à voir avec toi principalement en plus. C'est le reboot de The Crow. La malédiction finirait-elle enfin par se faire? Puisque il y a Lionsgate qui a acquis les droits pour la distribution du film aux États-Unis. Le film a été tourné. On n'a vu aucune image. On ne sait pas de quoi il en retourne. Mais plus ça avance, plus ça se concrétise, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un distributeur, donc le film va avoir droit à une sortie. On ne sait pas quand, et c'est quand même un petit un petit événement en soi d'avoir finalement ce reboot de The Crow longtemps envisagé, qui a connu plein de formes différentes, avec forcément l'aura pesante de la mort de Brandon Lee sur le tournage donc du premier film, une sorte de mythologie urbaine sur le fait que toute équipe qui voudrait reprendre le projet et en faire un reboot sera un peu maudite par le fantôme de Brandon Lee. Mais donc là, ça se rapproche. Tu es chaud, toi, quand même, du coup? C'est compliqué d'être chaud quand on a vu si peu de choses. Mais sur le fait que ça se concrétise finalement, quand même, tu vois. Moi, j'aime bien le premier film de Alex Proyas. Je déteste, enfin, je n'aime pas les suites qui ont été faites. Après, j'aime pas spécialement le comics de James Hobart non plus, d'ailleurs. Parce que c'est pas très bien dessiné, mais selon mes goûts. Oui. Non, je ne dis pas que c'est un mauvais dessinateur. Selon mes goûts, je trouve pas que ce soit très bien dessiné. Le fion balancé comme ça. Non, mais chacun son truc, tu vois. Il y a des comics cultes que on n'apprécie pas forcément tous, tu vois. Parce que c'est un comics culte, pour le coup, c'est un truc qui est important pour le marché des années 90. Moi, personnellement, il y a un bruit strident, je sais pas si vous l'entendez, mais moi, personnellement, c'est vrai que le feuilleton The Crow me fascine. Parce que ça fait des années qu'on fait des news dessus. Si vous allez sur Comic Blog, d'ailleurs, j'avais trouvé un gimmick bizarre qui était de mettre des codes d'images à chaque fois qu'on avait une news sur The Crow. Donc il y a une image qui sert à dire le projet est mort, une image qui sert à dire un nouveau projet se lance, et une image qui sert à dire oui, il fait comme ça. Il y a des news à propos du projet du moment. Et voilà, ça me fait marrer personnellement, parce que toutes les Arlésiennes me font rire dans le sens où je suis vraiment fasciné par le fait que les mecs, plutôt que de trouver des nouveaux comics qui pourraient ressembler à The Crow, ou des nouveaux projets ou à adapter, soit à ce point obnubilé par le passé. C'est comme Masters of the Universe, tu vois. Il y a eu un cartoon qui était qui était bien pour cette génération d'enfants des années 80, avec Filmation et tout. Il y a eu un film qui, je pense qu'on peut l'admettre avec le recul, n'était pas un très bon film avec Dolph Lundgren. Et ça fait depuis, 40 balais que les mecs s'acharnent à essayer de refaire à 35 ans, que les mecs s'acharnent à essayer de refaire un film Masters of the Universe. Alors que t'as envie de dire qu'il y a des dizaines de jeux Mattel que tu peux adapter, des dizaines de jeux de plateau de Conan-like, bariolé que tu peux adapter, des dizaines de comics, des dizaines de romans que tu peux faire. Tu vois, c'est comme là David Zaslav qui avait remis un coup de pied dans la fourmilière en disant ouais, mais quand même ce serait bien si on refaisait du Harry Potter et du Lord of the Rings. On a ces licences et ça fait 10 ans qu'elles dorment. Bon, déjà c'est faux pour Harry Potter puisqu'il y a régulièrement des nouveaux trucs Harry Potter
en jeu vidéo ou au cinéma avec les Fantastic Beasts. Mais t'as envie de lui dire, mais en fait, une licence, ça peut être un truc qui dort aussi, qui a eu un moment de gloire à un moment donné, et après, bah, tu t'arrêtes. Enfin, en plus, il faut encore de l'argent avec les Seigneurs des Anneaux, parce qu'ils les ressortent régulièrement au cinéma. Ils ont essayé de faire une trilogie de Hobbit qui a pas été aussi bien accueillie. Voilà, moi, c'est plus ça qui m'amuse, c'est qu'on parle encore de The Crow en 2023, tu vois. Alors que concrètement, parmi vous, auditeurs, auditrices, est-ce que vous avez lu le comics de James O'Barr? Est-ce que vous êtes à ce point fan du film d'Alex Proyas que vous voulez absolument une réinvention? Rupert Sanders, c'est pas un mauvais metteur en scène. Le film Ghost in the Shell, qui est peut-être un des films de manga les plus honorables, on va dire, dans son envie de faire un truc qui est au moins un petit peu esthétique, à défaut d'être sincère, à défaut d'être incarné, à défaut d'être un bon film par rapport à ceux de Mamoru Oshii, enfin par rapport aux adaptations de Mamoru Oshii. Moi voilà, Bill Skarsgård, je l'aime bien, j'aime énormément FK Twigs, la musicienne, voilà, c'est mon coming out, j'adore FK Twigs. Rupert Sanders, j'ai pas de reproche à lui faire. Maintenant, je peux très bien vivre sans un nouveau film de Crow. Voilà, je pense que c'est pareil pour toi d'ailleurs. Ben moi, je vais être très franc, hein, j'ai pas lu la BD, j'ai pas vu le film original, ni les suites et tout ça, donc c'est pour ça que c'est toi qui fais les news depuis le début, Oui. et que Comme les news Red Sonja d'ailleurs. Et que j'ai absolument aucun avis sur la question. Par contre, pareil, je suis fasciné par le feuilleton d'un projet qui se fait jamais. Ça, c'est quelque chose que, même sans je connais l'histoire autour, donc je vois en quoi c'est important. Et c'est juste que, ouais, depuis tellement d'années où on en entend parler de ce reboot, là, je me dis, ça y est, c'est proche, ça va vraiment sortir. Tu sais, c'était comme The Flash en son temps, techniquement, ça a aussi été un film dont on a suivi la gestation pendant 10 ans. Et tu sais, c'est comme les mecs qui font des bilans économiques, genre ils disent, alors telle boîte, il a fallu tant d'argent pour qu'elle continue à exister, etc. Genre là, si le film, mettons, il sort, Lionsgate fait 100 millions avec, il a coûté 50 millions de mémoire, il gagne 20 millions, très bien. T'imagines quand même que depuis 25 balais, il y a des équipes qui se relayent, qui payent des scripts, qui embauchent des acteurs et des metteurs en scène, qu'après il faut probablement les indemniser pour faire des premiers tests footage et compagnie, qui engagent des artistes pour faire des premiers concept art et tout. Mais ce film, si tu prends son bilan économique global pour en arriver à une sortie chez Lionsgate qui fera sûrement pas beaucoup de bruit, t'imagines le pognon que ça a coûté, les gens que ça a fait bosser pendant des années et des années. Et moi, ça me rend fou, quoi. Ça me rend dingue. C'est comme le film Venom, tu vois, ils ont mis quand même 20 ans à faire le film Venom. Depuis le moment où David Goyer voulait le faire. Oui, c'est un carton. Même si mais je veux dire quand même, voilà, c'est ça. 20 ans pour réussir à faire une grosse merde. Mais c'est quand même d'une tristesse, mais folle. Mais je trouve ça assez incroyable. Et donc, tel quel, je me dis, à la limite, tu vois, s'ils avaient abandonné, s'ils s'étaient dit, mais attends, il y a d'autres héros néo-gothiques comme ça que tu peux faire. Mais parfois, t'as des Arlésiennes qui donnent Mad Max Fury Road. Tu vois? Mais c'est différent quand même. Ah, c'est quand même un film qui était en gestation aussi, qui était assez chaotique. Oui, et tout mais ça, c'est le même auteur qui revient 30 ans après. Oui, mais c'est juste dans le fait qu'un projet qui met des années à voir le jour jusqu'à ce qu'on en doute, à ce que ça puisse vraiment se faire, parfois, tu peux avoir un chef-d'œuvre. Tu sais, le film Shazam, c'est pareil, il a mis très longtemps à se faire. Hein. Oui, non, mais voilà, il vaut mieux espérer que The Crow soit dans la catégorie des Fury Road plutôt que des Shazam. Ah oui, bien sûr. Mais moi, c'est un bon film, je le dirai avec plaisir. Encore une fois, on pourrait même, si tu veux parler un jour du film de Proyas, faudrait que je regarde pour le coup un truc assez intéressant au niveau de ce qu'il dit des années 90, c'est un post-Burton, enfin c'est un post-Batman de Burton qui cherche une esthétique néo-gothique dans la grande ville, qui est pas du tout inintéressant, effectivement, qui est même assez touchant dans le sens où, enfin morbide et touchant, dans le sens où justement c'est un film qui a à ce point bien réussi à faire son espèce d'allégorie mortifère. C'est le héros se fait littéralement tuer en même temps que l'acteur principal à l'écran, quoi. Et le film sort et il parle d'un héros qui ressuscite. Donc le film est littéralement la résurrection de Brandon Lee, tu vois. Enfin, au niveau métaphorique, t'as des bouquins entiers à écrire là-dessus. Après, voilà, s'il est bien, on en parlera avec plaisir. Mais limite, tu vois, justement, moi, je serais plus curieux du film Red Sonja. Ou pareil, ça fait quand même des décennies que les mecs s'arrachent les cheveux en mode comment on peut ressusciter Red Sonja. Le film de départ, c'était un beat de ouf et tout. Et t'as envie de dire que là, pour le coup, il y a un vrai potentiel parce qu'il y a tellement de comics, tellement d'histoires et une place aujourd'hui moderne pour les guerrières badass. Et pareil, un truc dont on n'a aucune nouvelle, hein. Je me demande s'ils vont pas le squeezer, enfin, je sais pas. Non, il est tourné, il est monté. Comme Toxic Avenger, où il le tourne il y a 2 ans, et ensuite pendant 2 ans, ouais, mais pareil, il est tourné, il est monté, il va venir. Et quand même, c'est bizarre. Est-ce qu'ils ont pas envisagé de le tuer avant de se dire, il y a rien qui sort cette année avec la grève? Je sais pas, enfin, je trouve ça quand même très bizarre, personnellement. On verra. Et justement, les grèves, tu les mentionnais, c'est pour dire que, décidément, les studios sont un peu débiles dans leurs calculs, puisque, voilà, il y a un papier qui est sorti sur le fait que,
En gros, pour Warner Bros, ça leur aurait coûté 52 millions de dollars de répondre en fait aux revendications de la guilde des scénaristes. Et à force de faire la sourde oreille à cette guilde-là et ainsi qu'à celle des acteurs et des actrices, ils envisagent d'avoir des pertes de 500 millions de dollars, donc 10 fois plus, sur la fin de l'année 2023. Ouais. Ils sont cons, quoi. Enfin, je sais pas, je suis pas expert économique non plus et financier, mais dans la façon dont c'est présenté, c'est vraiment de se dire, mais en fait, les gars tiennent tellement à sécuriser leurs envies super morbides sur l'IA et à mal payer en fait les gens qui sont quand même responsables en fait de leur succès, qu'ils sont prêts à perdre 10 fois plus que ce qu'ils auraient à lâcher s'ils voulaient simplement en fait que les gens aient des conditions de travail un peu plus normales en fait. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et est-ce qu'ils sont pas en train définitivement, je veux dire en même temps, imagine ces patrons de studio là, les Zaslav, mais même les Bob Iger, les Kevin Feige et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va y avoir une vraie cassure en fait entre eux et les représentants en fait de ces corps de métier, parce qu'à quel moment tu vas après dire ouais on bosse ensemble et on marche main dans la main quand tu vois que ils leur disent clairement d'aller se faire foutre depuis des mois. C'est trop, je sais pas, il y a un mais moment. ça en fait ça apparaît au grand jour, mais c'est pas spécialement une nouveauté en fait. Enfin il y a une omerta à Hollywood sur les conditions réelles de travail. Rappelez-vous quand Josh Trank avait osé dire ce qui s'était passé sur le tournage de Fantastic Four, le reboot, et qu'il avait été mais complètement mitricard, parce que tu ne dis pas en fait le secret de cuisine. Tu dis pas le producteur m'a pris dans un coin, tu vois. Tu dis pas on m'a arraché le Final Cut. Tu ne dis pas tout ça parce que tu vas retrouver du travail derrière. De la même façon, par exemple, que si tu travailles, je sais pas moi, dans le cinéma, par exemple, dans le cinéma en France, pour dire au niveau exploitation. Si tu dis ouais UGC c'est les trous du cul, ils m'ont pas payé pendant un mois, du coup je me casse, et tu fais un gros scud sur Twitter, et après tu tapes à la porte de chez Pathé qui a pas des conditions de travail largement supérieures, bah le mec il cherche ton compte Twitter, il voit que tu fais ça, il fait oh là là, lui c'est une grande gueule, il est risqué, il est menaçant. Et c'est pour ça en fait que tous les grands artistes, enfin même les petits artistes, les artistes à la commande, ils sont obligés de dire que tout est amazing, ils sont obligés de dire ouais ça s'est bien passé, et après en fait 6 ans plus tard, quand ils ont réussi à mettre ce projet là de côté, c'est comme quand George Clooney il te parle de Batman et il te dit ouais c'était une erreur de le faire, mais il t'en parle 20 ans après, parce que en fait tu peux pas dire ça. Il faut qu'en fait le public s'aperçoive qu'il y a une couille, et quand c'est du domaine public, là ils peuvent effectivement exprimer ce qui s'est passé. Mais les couloirs en fait d'Hollywood, à part par des sources internes qui témoignent sous couvert d'anonymat, comme ça a été le cas avec les animateurs de Spider-Verse 2, qui sont tous, parce qu'il y a des prénoms qui sont évoqués, mais ils témoignent tous anonymement parce qu'ils veulent pas se faire virer ensuite. Et cette relation en fait qui est abusive entre les patrons et les employés, elle a toujours été là. Tu vois, rappelle-toi quand Christopher Nolan justement, il avait publié une tribune pour dire pendant le Covid, les grands studios poursuivent l'appât du gain et sont en train de tuer l'exploitation traditionnelle au profit d'une mode. Ce qui est exactement ce qui s'est passé avec l'apparition des plateformes, le sacrifice des sorties en salle ensuite, où tout le monde revient en arrière maintenant. Il peut le faire parce que c'est Nolan, en fait. Mais ce rapport de force, ce bras de fer, il a toujours existé. Ce qui est nouveau, en fait, c'est que il est pire qu'avant. Dans le sens où, comme tu le dis toi-même, la Writers Guild of America avait donc, en avril dernier, quand ils avaient présenté leur feuille de route au studio en disant voilà ce qu'on veut, et vous inquiétez pas, on a chiffré combien ça allait vous coûter, et effectivement, si on répartit les coûts entre tous les membres de la MPTP, ça ferait 70 millions pour Netflix par an, pour les scénaristes, hein, je précise pas, là on ne parle pas de la grève des acteurs et des actrices. Ça ferait 47 millions, 50 millions pour Warner Bros. Discovery, ça ferait tant pour Disney, ça ferait tant pour Apple. Je crois que c'est même que 18 millions pour Apple, c'est rien du tout. Et voilà notre programme chiffré. Alors les studios avaient dit ouais, on n'est pas sûr de vos calculs les gars. Et évidemment après dans la foulée ils n'avaient pas dit voilà ce que ça va vraiment coûter, parce qu'en fait les chiffres on sait pas s'ils sont réels ou pas réels, on sait juste que eux ils n'ont pas chiffré ce que eux comptaient proposer. Donc on sait même pas combien eux ils comptent faire d'économies par rapport au plan initial. On ne sait pas si la Writers Guild effectivement avait raison de présenter ces chiffres. On n'a qu'une source qui dit oui, c'est la Writers Guild, et les studios qui disent on n'est pas sûr, ils disent pas non, ils disent pas vous mentez, ils disent juste on n'est pas d'accord. Donc effectivement sur le papier t'as envie de te dire que les studios par obstination personnelle, par envie en fait de ne pas céder, parce que maintenant on est redevenu dans un monde où l'actionnaire est roi et où en fait ces grands groupes qui sont vraiment largement centralisés pensent ne plus avoir besoin de l'accord de leurs salariés. Ce qui est
Ce qui est pas forcément un bon signe pour personne. Je sais que ces chroniques, enfin ces tribunes que je fais dans tous les podcasts peuvent éventuellement irriter les gens qui penchent plutôt du côté libéral de la force et qui disent qu'effectivement les boîtes créent des emplois, il n'y a pas de raison d'imposer un dialogue, un rapport de force aussi vénère, surtout quand les studios font des propositions. Mais il faut bien prendre conscience que par exemple le problème de l'IA, c'est pas une question de être de droite ou être de gauche. C'est une menace générale sur l'emploi et c'est ce que me disait mon pote Renaud, que vous avez pas encore entendu ici d'ailleurs je crois. Mon pote Renaud qui me disait justement il faut observer ce qui se passe actuellement à Hollywood parce que c'est le premier corps de métier qui se positionne sur le grand remplacement de l'humain par l'IA et que s'ils ont gain de cause, ça peut éventuellement amorcer une réflexion dans d'autres groupes syndicaux, dans d'autres groupes salariés, oui, c'est sûr. qui encore une fois, voilà, où il y a plein de métiers intellectuels, de bureaux, de machins, qui sont menacés par les IA. Dans la pub, dans le marketing, dans la comptabilité, dans le journalisme, voilà, c'est un truc qui est une menace pour l'emploi. Alors ça veut pas dire que dans 5 ans, on aura trouvé des solutions intelligentes où en fait, je sais pas, il y aura un revenu universel, on n'aura plus besoin de travailler, ce sera un choix, ou alors seuls les emplois qui sont manuels et pas remplacés par des IA. Peut-être que l'IA va améliorer l'humanité, j'en sais rien du tout. Moi, je suis pas devin, tu vois. Ce que je vois, c'est qu'actuellement, dans le monde dans lequel on est sur le moment, ça va créer du chômage. En tout cas, à Hollywood, pour le moment, c'est sûr. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, en fait, c'est ça l'objectif qui est recherché par les studios. C'est-à-dire que peu importe ce qu'ils vont perdre avec la grève, l'idée, c'est que demain, ils feront tellement d'économies avec les nouvelles règles qui vont être mises en vigueur que ils peuvent se permettre, sur l'année, de perdre du pognon. Et si on fait un constat plus général, là, du coup, j'en profite pour... tout à l'heure, je parlais de ce qui a été dit récemment. D'une part, en fait, pourquoi est-ce que les actionnaires sont aussi puissants au point de mettre une telle pression? Il y a eu un magnifique article, un superbe article que je crois d'ailleurs que j'ai retweeté, de MSNBC sur la relation entre Bob Iger et Bob Chapek, c'est long comme un roman, hein. C'est vraiment depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Bob Chapek n'était pas le bon choix pour prendre la tête de Disney, pourquoi Bob Iger en fait veut rester à la tête de Disney, a priori, des rumeurs, des infos, etc., pour dégraisser, faire prendre de la valeur à l'action et peut-être un jour vendre à un plus gros groupe des GAFAM. Ouais, j'y crois pas du tout, mais ouais. Je sais pas, très honnêtement, parce que justement, il y a eu aussi en parallèle de ça un papier du Hollywood Reporter qui disait que en fait, tous les procès qui ont été, pas les procès, les règlements devant la justice qui ont été faits pour essayer de bloquer les fusions par la présidence de Trump et par la présidence de Biden ont tout été voués à l'échec. Puisqu'il y a un principe de fusion aux États-Unis qui est la fusion verticale. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas moi, si McDo décide de racheter First Print, par exemple, on considérera pas qu'il y aura un problème de concurrence déloyale au niveau du marché du sandwich fast-food ou au niveau du podcast comics, parce que c'est des activités différentes. Et ben, quand Amazon rachète MGM, même si Amazon techniquement fait du contenu culturel, on considère que c'est deux groupes qui sont pas dans le même secteur. Donc effectivement, toutes les fusions qui ont eu lieu quand Discovery, qui fait plutôt du documentaire que de la fiction, va racheter Warner Bros, qui est plutôt de la fiction, du documentaire et de la télévision d'information et de la télévision sportive, bah en fait c'est pas forcément concurrentiel, du coup il y a pas de gros problème qui se crée. Et ce qui n'est pas vu par la FTC, donc la commission tribune du commerce fédéral aux États-Unis, c'est qu'en fait du coup on a que des grands groupes maintenant dans la MPTP. Disney, c'est un grand groupe. Alors il est essentiellement culturel, il est dans le jouet aussi, mais il est essentiellement culturel, mais il a une valeur d'action qui est ce qu'elle est. Et une valorisation boursière qui est ce qu'elle est. On a Apple, on a Amazon, on a Warner Bros Discovery, en fait on a que d'énormes structures. Et le papier justement de MSNBC expliquait très bien en fait que ce qui s'est passé avec Bob Chapek, c'est une victoire d'actionnaires. C'est-à-dire que les actionnaires ont dit vous avez pris une mauvaise décision en amorçant Disney+, parce que en fait on s'aperçoit que le retour sur investissement n'est pas garanti. Du coup, on peut maintenant, aujourd'hui, alors que c'est pas du tout le cas à l'époque de Bob Iger. Bob Iger, il était fait justement pour avoir cette relation très confraternelle entre les artistes et les objectifs financiers. Et on peut dire beaucoup de mal de ce gars-là, mais c'est quand même lui qui a ramené Abrams. C'était pas un cinéaste à la commande, Abrams. Et on lui a confié les clés de l'univers Star Wars. Alors après, faut voir ce qu'il en a fait, hein. Il a aussi promu Kevin Feige contre Perlmutter, parce qu'il croyait que Kevin Feige avait justement ce rapport aux artistes. Alors certes, ça reste un industriel, certes, ça reste un patron, mais il avait justement envie de faire du cinéma qui mette un peu tout le monde d'accord. Le public, les metteurs en scène et les producteurs. Et Chapek, c'est l'inverse qu'il a fait. Il a tout fait pour les producteurs et pas pour les artistes. Finalement, on s'est dit, c'est pour ça qu'il a été viré. Pas du tout. Il a été viré parce que les actionnaires étaient pas contents. Et donc aujourd'hui, je pense que le bras de fer, il est grippé pour ça, en fait. Ils pourront perdre tout le pognon qu'ils veulent. L'actionnariat, si on lui promet que demain, il fera 80% d'économies parce que les nouveaux logiciels arrivent et que les méthodes de travail vont évoluer, peut-être que c'est déjà trop tard, en fait, pour essayer de revenir en arrière. Tu vois, la boîte de Pandore, elle a été ouverte, et toutes les allégories que vous voulez là-dessus.
moi, encore une fois, je le répète, je ne crois pas à une résolution saine tant que, entre guillemets, il y a une cohésion au sein des grands groupes. Le seul espoir qui pourrait se profiler, c'est que si, par exemple, Apple, pour sauver son image publique, auquel ils tiennent beaucoup, étonnamment, alors qu'ils ont des usines en Chine, etc., parce que c'est pas une boîte très saine non plus, hein, faut pas non plus déconner, ça reste une GAFAM, Apple disent, bah écoutez, nous, on va traiter directement avec les scénaristes, vous nous faites chier de la MPTP, y en a marre, nos productions, elles sont à l'arrêt, nous, on a que 6 séries par an, donc on va directement aller voir les scénaristes, on va leur donner ce qu'ils veulent, et ça a bruissé en ce sens-là récemment. Il y a eu des rumeurs que il y avait des partis au sein de la MPTP qui en avaient ras le cul de la grève, qui se disaient, nous, on n'a pas autant d'argent que vous à perdre tous les ans sur la partie culturelle, donc on va en fait donner à une partie des scénaristes ce qu'ils veulent, signer les accords, et après vous vous démerdez. Ce qui du coup pourrait dire que ce serait un peu l'explosion de l'alliance des producteurs. Après ça, ensuite, évidemment, la MPTP a issu un communiqué qui disait que non, on fait cause commune, on est tous unis pour faire chier, grosso modo. Mais voilà, et l'autre extrême, évidemment, ce serait si les scénaristes, évidemment, sont privés de pognon. Et j'ai juste rajouter un petit détail par rapport à ça, après je finis ce monologue premier, c'est que, et ça c'est génial, tu te souviens des overall deals? Ouais. Les accords qui sont signés avec des scénaristes qui sont aussi producteurs, et qui ont des boîtes de prod comme Matrix avec Six and Idaho, comme Abrams avec Bad Robot, etc. Les studios, là, particulièrement Warner Bros, commencent à couper les ponts. Ils disent, bon, cet accord-là, top, c'est fini. Enfin, c'est pas fini. C'est juste que tant qu'il y a la grève, c'est fini et on reprend quand les grèves sont finies. Le problème, c'est que dans ces accords, il y a des salaires, en fait, qui sont versés. Et ça veut dire que tous les gens payés par ces contrats-là, bah, ont les vivres coupés pour la durée de la suspension. Ouais. Et apparemment, c'est un levier, selon encore une fois Hollywood Reporter, qui a des sources chez les studios, que compte en fait amorcer les grosses boîtes pour essayer de faire peur aux vrais grands scénaristes vedettes qui sont ceux qui financent la grève. Et ils ont fait ça avec Greg Berlanti. Ils lui ont coupé son contrat d'exclusivité avec Warner Bros Discovery. Et Berlanti, on peut penser ce qu'on veut de ses séries télé, L'Universe et compagnie. Il a fait un don d'1 million de dollars directement à la WGA en mode genre ah ouais. Et ils sont beaucoup comme ça, même c'était pareil pour Dwayne Johnson qui avait fait 1 million aussi. Enfin, en fait, ils ont des rostas qui vont continuer à alimenter la grève. Et tant que c'est le cas, bah ça va être la guerre froide, quoi, c'est tout. Ça va être guerre de tranchées, guerre de position. On va continuer à se parler. On va pas aller en conflit ouvert. On va se parler dans la presse, dire lui c'est un enfoiré, lui c'est un enfoiré, lui c'est un enfoiré. Ça va régler beaucoup de comptes et on peut même se demander si en fait Hollywood aura encore la même gueule demain. Si en fait, comme tu dis, est-ce que des scénaristes, une fois que les accords auront été signés ou pas signés, vont accepter de revenir ou va pas se passer comme dans le jeu vidéo à une époque, tu sais, autour des années 2010 quand il y avait beaucoup de prod à la commande, le début des crunch et compagnie, et beaucoup de grands créateurs sont partis en indé parce qu'on ne voulait plus les grands studios ne voulaient plus financer leur jeu. Ils sont partis sur Kickstarter ou monter leur boîte à eux et faire des levées de fonds personnels. Si on va pas arriver à ça demain dans le cinéma. Je veux dire, est-ce que un mec qui risque effectivement de perdre son logement parce que les studios sont des crevards, est-ce qu'il va après retourner écrire une série télé pour Netflix? Je sais pas. Non, il est racheté à A24, quoi, mais... Voilà, parce qu'il reste des petites boîtes qui, pareil, financent des projets intéressants et tout. Mais A24 qui fait aussi des trucs, des coprods avec Netflix, tu vois. Et Apple aussi, beaucoup. Vaste sujet, on en arrête là, puisque de toute façon, il y aura sûrement un autre point d'ici 10 jours quand on fera le prochain front page, mais en tout cas, c'est une situation aussi, quelque part médiatiquement, en tout cas d'un point de vue médiatique, assez fascinante à suivre. Et les répercussions surtout par rapport à tout ce qui est production, qui vont se faire ressentir avec une année 2023 et 2024 qui risque d'être très légère. Aquaman 2 n'a pas été décalé encore. Aquaman 2, non. De toute façon, il est maintenu, parce que là, le teaser, justement, on reparlera du trailer dans 10 jours, puisqu'il arrivera entre temps. Mais le teaser maintient la date du 20 décembre au cinéma. Et pareil pour The Marvels. Ouais. Donc, des films sans promo aussi, sans acteurs pour les promouvoir. Tant qu'il y a assez grévé de ça donne une saveur un petit peu différente, à un circuit auquel on s'était habitué. Et ce sera donc à suivre. On espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le faire savoir sur notre site en commentant, sur les différentes plateformes d'écoute, en partageant aussi sur les réseaux sociaux. Merci à celles et ceux qui font les petits commentaires, les petites notes sur Spotify. C'est toujours rigolo de vous lire. Le seul truc, c'est qu'on peut pas répondre, hélas. Mais en tout cas, ça m'amuse toujours de voir effectivement que vous prenez un petit peu de votre temps pour réagir aux émissions sur Spotify ou ailleurs. N'hésitez pas à mettre des petites critiques aussi sur Apple Podcast si vous nous écoutez depuis peu. Ça fait depuis quelques mois qu'on n'a pas eu de retour. Donc, c'est toujours bien aussi pour accroître la visibilité, puisque ça marche comme ça avec les algorithmes de recommandation.
Et sinon, on a le Tipeee qui est ouvert H24. Vous pouvez aussi y faire un tour, y faire un don. Merci à Skunt qui a été notre dernier contributeur pour le mois en cours de septembre. Merci à toi d'avoir rejoint l'aventure. N'hésitez pas les autres si vous pouvez le faire également. On vous remercie de nous avoir écoutés, puis on vous dit à tout bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!